Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mercredi. On est le 2 juillet 2026 et on est une nouvelle fois présent pour parler de cette Coupe du Monde. Évidemment, on va revenir sur les matchs de hier soir, mais aussi on va parler des matchs de ce soir. Ce soir, des favoris qui rentrent dans leur 16e de finale, on va en discuter tranquillement. En tout cas, j'attends que vous arriviez petit à petit et on va démarrer, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes prêts, que vous êtes attentifs et ça va le faire normalement. Donc, on a pas mal de choses à dire, hein, cette élimination de la Belgique, la victoire de l'Angleterre. Hein, on va rentrer dans ce live tranquillement. Il y aura aussi notre revue de presse par rapport à toute l'actu football. Donc, je le répète, si vous êtes présent sur le live, dans le chat, n'hésitez pas à venir discuter. Voilà, donc au sommaire de cette émission. De quoi on va parler? Évidemment, l'Angleterre qui a battu la République démocratique du Congo hier soir. Hein. On a douté pour les Anglais, hein, ils avaient encaissé un but très tôt, mais ils se sont imposés finalement grâce à leur capitaine Harry Kane dans ce match. Hein contre les Congolais. Donc on va en parler, hein, face à la RD Congo. L'Angleterre a mis fin à une malédiction de 60 ans en Coupe du Monde. On va voir de quelle malédiction il s'agissait. On va parler évidemment du doublé de Harry Kane qui sauve son sélectionneur Thomas Tuchel, hein, parce qu'une élimination contre la RDC, sans manquer de respect à la RDC, ça aurait été fatal pour cette équipe d'Angleterre et pour Thomas Tuchel. On verra aussi les déclarations de Sébastien Desabre, hein, après la défaite face à l'Angleterre en 16e de finale de la Coupe du Monde. On s'est battu à l'image du peuple congolais. Hein. C'est les mots de Sébastien Desabre, hein, le sélectionneur de cette équipe congolaise. Salut à Marc Decoen, ben, parfait, on va parler de la Belgique aussi dans ce sommaire. Hein. La Belgique qui a retourné le match contre le Sénégal. Victoire 3 buts à 2 à la 125e minute, hein, sur un penalty de Yuri Tillmans. Donc on va en discuter. Hein, l'échec de nos amis sénégalais, la réussite, hein, les choix de Rudy Garcia, le caractère de cette équipe. Hein, comment la Belgique a renversé le Sénégal en 16e de finale de Coupe du Monde. Hein. Pour le coup, on avait pronostiqué le Sénégal, hein, le prono allait passer, mais il a fallu qu'il se fasse avoir, hein, sans être trop vulgaire. Donc voilà, la Belgique qualifiée en huitième de finale. J'ai oublié contre qui ils allaient tomber, si vous pouvez me le rappeler dans le chat. Donc ça va être plutôt intéressant. Voilà, Rudy Garcia, sélectionneur de la Belgique, vainqueur du Sénégal. Rappelez-moi. Alors là, l'arrogance de Rudy Garcia à l'état pur. Hein. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Bien joué, mon bon vieux Rudy. J'espère que le karma te punira. Chronique d'un fiasco prévisible et si l'élimination du Sénégal en Coupe du Monde était finalement logique. C'est vrai que nous, on avait parlé potentiellement d'une montée en puissance du Sénégal. Au final, il fallait revenir à la réalité. Hein. Le Sénégal, c'était pas bon lors de cette Coupe du Monde. Il y avait eu cette victoire 5 buts à 0 contre l'Irak qui avait redonné de l'espoir à tout un peuple. Mais au final, de la préparation jusqu'à ce 16e de finale, le Sénégal a été au global assez décevant. Dommage, hein, très belle équipe. Il y a aussi des choix qui ont été mauvais de la part de Papchou et de la Fédé, enfin de la Fédé, du staff sénégalais. Mais on va revenir sur ce match évidemment. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, on a fait la même chose contre le Japon. Ok, je me souviens plus exactement de quoi tu me parles, mais ah mais rien, ok. Je pense que la Croatie va gagner face au Portugal. Et ben parfait, on va aller sur les autres actus. Alors il y a aussi, avant de finir, hein, sur ce sommaire, Pape Gueye ne veut plus revenir en sélection du Sénégal avec ce staff. On l'a vu lors de ce match, hein, la tête qu'il a fait quand il est sorti, il était vraiment très très énervé, Pape Gueye. Donc on va voir ce qu'il en est. On va parler du match des États-Unis, évidemment. La victoire contre la Bosnie-Herzégovine avec Folarin, Libron, Balogun. Un but mais une expulsion. Et le coup franc de Malik. Malik, voilà, cherchez son prénom, Malik Tillman. Très beau coup franc, même si le gardien bosnien se trompe un peu. Et donc les États-Unis qui continuent leur Coupe du Monde.
Ensuite, évidemment, on parlera des matchs de ce soir. Donc l'Espagne contre l'Autriche, hein, la Roja favorite pour cette Coupe du Monde, hein, parmi certains favoris évidemment, euh, qui font leur entrée en 16e de finale contre l'Autriche, où ils sont largement favoris. 16 ans après sa dernière victoire en phase finale, l'Espagne doit conjurer le sort. 16 ans. On n'avait pas la stat parce qu'on les a vus gagner l'Euro 2024. On s'est dit, l'Espagne est parmi les grands favoris, mais c'est 16 ans qu'ils n'ont pas eu de victoire en phase finale. Mais c'est une dinguerie. Donc on parlera de ce match, le Portugal contre la Croatie. Donc je vois Célia qui me dit, je pense que la Croatie va gagner face au Portugal. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je vois plus une victoire du Portugal, même si c'est très très moche à voir cette équipe portugaise, alors qu'ils ont des joueurs de grande qualité, évidemment, hein. Celui qui est autour de toutes les crispations de cette équipe portugaise, c'est la star. C'est quand même une légende du football, mais les gens aiment bien critiquer Cristiano Ronaldo. Après, il faut voir les stats. Cristiano Ronaldo a une 9e occasion de marquer lors d'un match à élimination directe en Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas marqué avant en phase à élimination directe. C'est une stat assez terrible, hein, pour un serial buteur comme lui. Mais je vois tout de même le Portugal gagner, hein. Alors on rentrera dans les détails juste après. Mais voilà, cette équipe de Croatie, elle est entre ils sont entre deux générations un peu, la génération vieillissante de Luka Modric, Kovacic, tout ça, et la jeune garde. Et c'est un mix où il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Alors ça joue toujours bien au football, hein, le football croate, c'est toujours beau à voir, mais je pense qu'il va avoir ça va être trop court en fait pour cette équipe portugaise, hein. Il y a quand même des talents, enfin pour cette équipe croate, pardon. Il y a quand même des talents dans cette équipe portugaise assez exceptionnels et je pense que ça va passer. Ça sera trop ric-rac pour cette Croatie, même si je pense que ça va être plutôt un bon match, hein. Évidemment, on rentrera dans les détails. Donc Ronaldo, le Portugal est un chat noir pour la Croatie. Les Vatréni face à leurs démons en 16e de finale. Il y a aussi des stats comme ça. Alors je ne la connaissais même pas avant de l'avoir, mais il y a aussi ce genre de choses dans l'histoire, hein, de ces matchs. Même si, voilà, on parlait de la génération vieillissante de la Croatie, Modric, Perisic, Kovacic, la Croatie s'en remet encore et toujours à sa vieille garde pour aller loin à la Coupe du Monde. On va aussi parler d'un joueur en particulier, le Croate Petar Sucic, l'anti-star qui brille dans l'entrejeu croate, hein, peut-être le successeur des joueurs dont on a parlé. Après, on ira sur l'actu équipe de France. Alors, on parle toujours du magicien, hein, on en a parlé, beaucoup hier, on en parle beaucoup depuis le début de la saison, depuis le début de la Coupe du Monde, mais c'est Michael Olise, un numéro 10 comme avant, adoubé par Michel Platini chez les Bleus. Alors ça, si t'es adoubé déjà par une légende comme le bon vieux Platoche, c'est déjà pas mal. On a vu aussi dans les vestiaires de France-Suède, dans les vestiaires de l'équipe de France, Blaise Matuidi, Youri Djorkaeff aussi qui adoube cette équipe de l'équipe de France. Donc tout est en bonne voie pour les Bleus en tout cas. Ne pas se voir trop beau trop vite non plus, mais c'est vrai que l'équipe de France bah, nous fait kiffer. On va parler aussi de leur adversaire, décontraction, ambition, traque des fuites, bisous et planification tactique. Alors là, le titre est incompréhensible, mais comment le Paraguay prépare son huitième de finale face aux Bleus? Voilà, hein, faudra étudier quand même cette équipe du Paraguay. Et après, des articles autour de la Coupe du Monde. Un peu au global, les contradictions de la FIFA sur la question de l'écologie. C'est vrai que ça fait pas mal débat. Enfin, la compétition, la Coupe du Monde la plus rentable de l'histoire, on imagine, mais aussi peut-être la plus non écologique. Bref, en cette période de canicule, on va quand même parler climat, même si ça sort un peu du sportif. Ensuite, on ira tout de même sur les actus mercato, parce qu'il y a deux, trois choses à dire, hein. Toujours Tottenham qui court après Sandro Tonali, Bazoumana Touré après son départ de la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, qui devrait quitter son club aussi, qui pourrait signer du côté de Newcastle, donc on va en parler. On va parler une nouvelle fois de l'Olympique de Marseille. On a appris hier que c'était officiel, Bruno Genesio serait le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, mais il y a quand même pas mal de restrictions budgétaires du côté de l'Olympique de Marseille, et donc ils vont devoir se concentrer sur la vente de joueurs. Et quand on parle de vente de joueurs du côté de l'Olympique de Marseille, la plus grosse valeur marchande, Mason Greenwood. Alors on parlait de lui, Juventus, Arabie Saoudite, la Roma, au final potentiellement Mason Greenwood pourrait finir du côté de l'Atlético Madrid. Après l'arrivée de Alejandro Grimaldo dont on a entendu parler hier, et ben là ça serait plutôt côté Mason Greenwood vers l'Atlético Madrid. Donc on en parlera à la fin de ce live. Et enfin,
Donc voilà, le piston d'Hoffenheim, pardon, Bazoumana Touré va s'engager à Newcastle contre 50 millions d'euros. On en discutera. Si vous cherchez si vous avez des questions, des affirmations par rapport aux infos de ce live, hein, n'hésitez pas dans le chat, venez discuter avec nous. On répond à tout le monde. Donc, ok, donc la Croatie-Portugal, ça j'avais lu. On perd aussi 2-0. Les États-Unis vont gagner la Coupe du Monde. Alors là, c'est Forza qui nous dit ça dans le chat. Bah écoute, libre à toi de penser ça, j'espère pas en tout cas. Il y a largement de meilleures équipes que cette équipe américaine. Après, après, on est dans des histoires de corruption, j'imagine, si tu nous dis ça ou pas, ou est-ce que tu crois vraiment, est-ce que sportivement, tu peux y croire? Une seconde, ça m'intéresse. Merci à Cuisto pour le follow. Bienvenue dans la communauté Atrix, ça fait extrêmement plaisir. Et Marès qui lui répond au basket. Ouais, j'imagine que. Et encore. À suivre aussi, hein, je crois qu'il y a la Coupe du Monde des jeunes en ce moment sur la chaîne First Team. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi, hein, si on parle de basket. J'avoue qu'on suit un peu de loin. Voilà, on va pouvoir démarrer sur ce live tranquillement les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme en tout cas, parce que, encore une fois, on a une belle actualité football aujourd'hui. On va rentrer dans le match de l'Angleterre contre la République démocratique du Congo. Les Anglais nous ont fait peur, hein. Moi, j'avoue que j'ai pas vu le match en direct, mais quand j'étais dehors, que j'ai vu les écrans et que je voyais que la République démocratique du Congo menait toujours en deuxième mi-temps, j'étais un peu étonné quand même, hein, étonné vraiment, même si on ne sous-estime évidemment pas les forces de la RDC contre cette équipe d'Angleterre qui aurait dû en faire qu'une bouchée normalement. Donc, sur les compos, à chaque fois je dis les compos probables, mais pas du tout, vu que c'était les compos officiels lors de ce match. Le 4-2-3-1 présenté par Thomas Tuchel avec Jordan Pickford, Marc Guéhi et Konsa en défense centrale, Nico O'Reilly à gauche, Jet Spence à droite. On parlait de cette animation avec les latéraux côté anglais, Jet Spence à droite, Rhys James, plutôt Jet Spence à gauche ou Nico O'Reilly. Là, au final, ça a été Nico O'Reilly à gauche et Jet Spence à droite. Au milieu de terrain, Declan Rice, Elliot Anderson. Là, c'est les valeurs sûres du sélectionneur anglais, avec June Bellingham derrière les attaquants, évidemment. Ensuite, on avait Marcus Rashford à gauche et Noni Madueke à droite. Là aussi, la question sur les ailiers de cette équipe anglaise. Pas de Bukayo Saka qui est rentré à l'heure de jeu. Toujours une question aussi étrange dans cette équipe anglaise. Même un Morgan Rogers, je comprends pas pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi Noni Madueke est titulaire dans cette équipe anglaise. Et Berechi Eze aussi sur le banc, bref. Vraiment, on se pose pas mal de questions. Et évidemment, devant le numéro 9, le serial buteur, hein, Harry Kane, qui a encore qui a encore sauvé son équipe anglaise, hein, ce deuxième but magnifique. Les favoris sont faibles pour cette Coupe du Monde, je trouve. Ouais, on peut penser que la France fait le boulot. C'est vrai qu'on n'a pas été convaincu par tous les favoris, hein, entre les Anglais, alors les Portugais, n'en parlons pas. Les Espagnols, quand même, ils sont bien rentrés dans leur Coupe du Monde, même si ça n'a pas été facile, hein, contre l'Uruguay. Voilà, les Espagnols sont quand même dans leur Coupe du Monde. On peut parler des Argentins aussi, qui sont plutôt tranquilles. Alors, ils sont pas forcément favoris, mais toujours un peu dans ce truc, hein. T'as le Brésil aussi. Bon, au final, on va pas dire que ça coule de source, hein, tranquille. Mais voilà, après, on peut penser à qui? Aux autres favoris, ouais. Espagne, Portugal, Argentine. Et c'est vrai que la France, bah, de toute façon, la France fait peut-être la meilleure impression dans cette Coupe du Monde avec le Mexique, hein. Faut pas nier non plus cette équipe mexicaine. Alors, autant les adversaires, hein, c'est d'un autre calibre. Pour cette équipe mexicaine, c'est peut-être moins fort, mais ils ont toujours pas pris de but et ça, faut pas leur enlever.
Voilà. Côté, RDC, donc c'est un 4-3-3. On s'attendait possiblement à une défense à 5, hein, pour le Congo, mais qui a décidé, de jouer au football quand même. Mpassi dans les cages, Mpassi qui a encore fait un grand match, contre ces Anglais. Chancel, Mbemba, Axel Tuanzebe en défense centrale, Aaron Wan-Bissaka à droite et Masuaku à gauche. Au milieu de terrain, Ngaïel Mouko, Mutusami et Noah Sadiki. Et en attaque, Mboukou, Yohan Wissa et Sipenge qui a marqué lors de ce match. Alors on ne l'attendait pas forcément titulaire, mais il était bien présent et il a fait le boulot. Évidemment, quand on revient sur les matchs, nos petites previews, on va dans les stats. Alors, les stats de l'Angleterre, 2,15 d'XG pour les Anglais, 0,77 pour la RDC, 60% de possession, 16 tirs, 7 cadrés et 7 grosses occasions pour l'équipe d'Angleterre. Alors, faut leur reconnaître, faut reconnaître à ces Anglais que quand même, ils ont pas mal poussé, ils ont eu beaucoup d'actions. Et comme je disais, Mpassi a fait un match assez exceptionnel, hein. Il a maintenu cette équipe anglaise, cette équipe congolaise pendant tout le match, mais à la fin, il fallait bien craquer. Même si je trouve qu'il se... Alors peut-être pas sur le deuxième but, mais sur le premier, il est peut-être pas exempt de tout reproche. Bon, c'est lui quand même qui fait énormément le travail. Côté RDC, voilà, donc on a dit 40% de possession, 7 tirs, 2 cadrés, une seule grosse occasion, et ça devait être sûrement le but. Voilà, un poteau touché de la part, enfin un montant touché de la part des Anglais. Et après, ça a beaucoup tiré de loin côté... montant touché de la part de la RDC, et ça a beaucoup tiré de loin côté RDC. Sur les arrêts dans ce match, on le voit, 5 arrêts de la part de Lionel Mpassi, un seul arrêt de la part de Jordan Pickford, hein, qui a pas été le plus serein non plus. On voit cette note de 5,6 lors de ce match. Donc but encaissé, erreur menant à un but aussi. Il a fait qu'un seul arrêt. Et après, bon, le jeu de passe, hein, sur un gardien, longue passe réussie, 3 sur 10, pas ouf quand même. Et 33 touches, 2 balles. Voilà pour les stats. Pour résumer ce match, hein, pour faire un défilé de ce match, donc c'est Sipenga qui vient marquer dès la 7e minute pour la RDC. Donc les Congolais montaient menés à la mi-temps. Et ensuite, donc Thomas Tuchel ne fait pas de changement à la mi-temps. C'est à l'heure de jeu qu'on voit l'entrée d'Anthony Gordon et de Bukayo Saka. Je le redis, Saka doit être titulaire dans cette équipe anglaise, hein. Peut-être que je dois pas être le seul à le penser, je pense, hein, du côté de l'Angleterre. Et après, donc, c'est Eberechi qui rentre à la 70e, donc plus de joueurs offensifs côté anglais. Et c'est Harry Kane qui vient débloquer la situation. On le voit aussi, hein, le coaching gagnant quand même de Thomas Tuchel avec l'entrée d'Anthony Gordon qui fait 2 passes décisives pour Harry Kane à la 75e et à la 86e. Le magnifique but par contre, hein, de Harry Kane, hein. Vraiment, quand il se retourne et qu'il vient marquer ce missile, hein, dans les cages de Lionel Mpassi, c'est plutôt magnifique, hein. Vraiment l'un des meilleurs buts. Enfin, parmi les meilleurs buteurs du monde, hein, Harry Kane, hein. Encore une fois, je crois que c'est lui le meilleur buteur sur toute la saison. Donc voilà. Joueur exceptionnel. Côté Congo, on a essayé de faire rentrer, hein, des joueurs, Kayembe, Théo Bongonda, l'autre Kayembe aussi et Fiston Mayele, mais qui n'ont pas pu faire la différence face à cette équipe anglaise, et c'est donc une victoire. On va aller sur la petite revue de presse de ce match. Donc déjà, face à la RD Congo, l'Angleterre a mis fin à une malédiction de 60 ans en Coupe du Monde. Alors, déjà, on va voir ce qui est dit. Je ne sais pas s'il parle de l'Angleterre dans cette vidéo de l'équipe, mais on va voir un peu ce qui est dit. Léna, on revoit la qualification de l'Angleterre. Qualification Ok, donc difficile. là, ils vont nous rediffuser les buts. Donc on s'en fiche. Mené pendant près de 70 minutes avant de renverser la RD Congo, l'Angleterre s'est qualifiée ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Three Lions n'avaient plus remporté un match de mondial après avoir concédé l'ouverture du score depuis la finale de 1966. Sans Harry Kane, difficile d'imaginer quel aurait été le destin de l'Angleterre ce mercredi face à la RD Congo, menée dès la 6e minute. Les Three Lions ont finalement renversé la rencontre grâce à un doublé de leur capitaine pour décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale. Cette victoire met fin à une série
série vieille de 60 ans selon Opta. Il ne s'agit que du second succès de l'Angleterre en Coupe du Monde après avoir encaissé le premier but. Le précédent remontait à la finale remportée contre l'Allemagne de l'Ouest en 1966, 4-2. Voilà, pour les stats historiques, ce jour-là, Helmut Haller avait ouvert le score dès la 12e minute avant l'égalisation rapide de Geoff Hurst, servi par Hurst. Martin Peters avait ensuite donné l'avantage aux Anglais avant que le premier buteur ne s'offre un triplé en prolongation pour offrir à son pays son premier et à ce jour unique sacre mondial. Voilà. Seul seule victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde, hein. Pourtant, eux, ils ont eu des grandes générations de footballeurs. C'était en 1966 et ils attendent toujours ce trophée, hein. Même l'Euro, je crois qu'ils l'ont pas gagné beaucoup de fois. Je sais même pas s'ils l'ont gagné, les Two Lions, dans l'histoire. On va aller voir ça, hein, comme ça on fait le petit point historique. Une Coupe du Monde, hein, pour les Anglais, quand même, une étoile, hein. Il n'y a pas tant de nations que ça qui ont une étoile sur le maillot. Je crois qu'on est moins de 10 à avoir cette étoile sur le maillot. Joueurs, effectifs actuels, infrastructure, résultats de l'équipe d'Angleterre. Alors, Coupe du Monde 66, 4e, 90 et 2018. Et après, c'est tournois internationaux, championnat d'Europe, 11 participations à la phase finale, finaliste en 2020 et 2024, demi-finaliste en 1968, 96. Et après, c'est tout, hein. Troisième en Ligue des Nations en 2019. Et après, le British Home Championship, on s'en tamponne. Donc, les Anglais n'ont jamais remporté d'Euro aussi. Donc, il faut le noter quand même, hein. Pour cette équipe anglaise, hein, on le redit, qui a eu des générations exceptionnelles, mais qui n'a toujours pas énormément de trophées par rapport à leur potentiel. Auteur d'un doublé contre la République démocratique du Congo en 16e de finale de la Coupe du Monde, Harry Kane sauve le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Ouais, Harry Kane, hein, c'est vraiment l'homme providentiel de cette équipe. Vraiment le meilleur buteur au monde actuellement, en tout cas dans les stats. Après, le débat est ouvert. Lui aussi fait partie des meilleurs buteurs dans cette Coupe du Monde avec Kylian Mbappé, Erling Haaland et donc lui. Et Lionel Messi, évidemment. D'un doublé salvateur contre la République démocratique du Congo mercredi en 16e de finale de la Coupe du Monde, le buteur du Bayern Munich, Harry Kane, a évité à l'Angleterre un fiasco retentissant et à son sélectionneur Thomas Tuchel une éviction qui serait devenue inévitable. Un article de Pierre-Étienne Minonzio pour l'équipe. Cette trouille de tous les diables, les supporters anglais la connaissent bien pour l'avoir souvent ressentie au plus profond d'eux-mêmes. C'était le cas il y a 10 ans quand ils avaient assisté impuissants à l'élimination des Two Lions face à l'Islande à Nice en 8e de finale de l'Euro 2016. Ils avaient été pris d'une angoisse similaire quand la Slovaquie avait été proche de battre l'Angleterre au même stade de la compétition il y a 2 ans à Gelsenkirchen avant que Jude Bellingham, puis Harry Kane, buteur en prolongation, ne réalise des miracles. Un scénario similaire s'est déroulé mercredi en 16e de finale du mondial, à la différence près que cette fois le Bavarois s'est chargé seul de sauver la patrie en inscrivant un doublé tardif face à la République démocratique du Congo qui avait ouvert le score dès la 7e minute. Dans le cadre déroutant d'un Atlanta Stadium fermé et climatisé, les fans de l'Angleterre présents en nombre, mais rendus muets par l'anxiété, ont ainsi longtemps cru être témoins d'un fiasco d'ampleur, alors que Thomas Tuchel, le sélectionneur des Three Lions, ne vise rien d'autre qu'un titre mondial. En cas de défaite, l'Allemand sous contrat jusqu'en 2028 aurait été poussé à la démission par une presse hystérique, tant ses responsabilités semblaient évidentes dans le début de match raté par son équipe. Car sur l'ouverture du score, Brian Sipenga a profité de la faiblesse structurelle de l'Angleterre au poste d'arrière droit que Tuchel a entretenu par une série de mauvais choix, titularisation mercredi de Jed Spence alors qu'il sort d'une saison quelconque, non-convocation de Trent Alexander-Arnold. Ouais. Alors, je sais plus si c'est l'équipe ou Flashcore hier qui encensait Jed Spence. Maintenant, derrière, ils nous mettent une saison quelconque. Bon, c'est un peu le jeu des médias malveillants, quoi. Par ailleurs, l'Angleterre a mal appréhendé tactiquement cette rencontre, s'attendant manifestement à affronter un bloc bas avant d'être mis en difficulté par le pressing des Léopards et leur contre-attaque tranchante au point que Yohan Wissa a trouvé le poteau à la 42e minute. Mais au sein de la RDC, c'est surtout le gardien Lionel Mpassi, remplaçant au Havre cette saison, qui s'est mis en valeur en déviant 2 têtes puissantes de Jude Bellingham en sortant dans les pieds d'Harry Kane et enfin en déviant une volée à bout portant de ce dernier.
Les trois Lions dominaient donc les débats, mais manquaient de justesse à la finition, à l'image d'un Marcus Rashford dont c'est décidément la marque de fabrique. 35e, 51e, 55e, sa sortie à la 61e a contribué à faire la bascule de la rencontre, puisque c'est son remplaçant Anthony Gordon qui a délivré 2 passes décisives à Harry Kane avant de confier après coup: je déteste être remplaçant, je deviens fou sur le banc, j'étais impatient de rentrer. Mais c'est donc bien son capitaine qui s'est mis en héros en marquant de la tête. Puis d'une puissante frappe dans la lucarne, une réalisation saluée en direct par Alan Shearer au micro de la BBC. Il y a très peu d'attaquants au monde capables de réaliser un tel tour de magie. Après le coup de sifflet final, Kane a été célébré cette fois par Tuchel. Dans les matchs difficiles, Harry est toujours là pour faire la différence. Puis le patron des Two Lions s'est montré étonnamment positif dans son analyse du match. Les gars ont refusé la défaite, ils m'ont rendu fier en faisant ce qu'il fallait pour obtenir une victoire méritée. Reste qu'il faudra montrer bien plus ce dimanche face au Mexique, dans un stade aztèque où les supporters anglais ne pourront pas se permettre d'être de nouveau anxieux s'ils souhaitent se faire entendre. Ah, c'est sûr que là, pour les Anglais, il va falloir rester concentré lors de ce huitième de finale contre le Mexique, parce que sinon, ils vont le payer cash, hein, clairement là. Ils ont pas forcément le droit de douter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gritman, la finale va être Maroc versus Argentine. Bah, écoute, beau pronostic, on le retient. Maroc contre l'Argentine, ça veut dire que le Maroc, on passe le Canada, ça y a pas de souci, mais après derrière, potentiellement, il passe l'équipe de France. Après, il passerait potentiellement Portugal, Croatie ou l'Espagne. Pas cadeau, pas cadeau, mais écoute, on le souhaite pas parce que ça veut dire que l'équipe de France serait éliminée, mais beau pronostic. En tout cas, on le retiendra. Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, après la défaite, a déclaré: on s'est battu à l'image du peuple congolais. Donc on va écouter ces mots, donc ça dure 4 minutes 12, donc vous avez le temps de rester, enfin d'écouter. On s'est réunis, j'aurais simplement dit merci. Merci de nous d'avoir cru en ce projet au départ, et puis d'être arrivé à le concrétiser sur une des plus grandes compétitions mondiales. Et même si on peut être un peu déçu par rapport à la physionomie du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps. Donc voilà, c'est ce que je leur ai dit, et je pense que par rapport à nos fans et au Congo, on se devait, quand on représente la sélection nationale, de sortir de la compétition en ayant laissé des choses au monde entier. Et je pense que tout le monde a pu voir que le football congolais a un certain niveau, et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays. Lionel Passy parlait du quart d'heure qui a manqué finalement, le fameux dernier quart d'heure. Qu'est-ce que vous auriez pu éventuellement faire de mieux, votre équipe, pour tenir le score face à l'Angleterre? Je sais pas. Je sais pas si c'était possible déjà, mais sans doute on a essayé. Hein. On a essayé en donnant de la fraîcheur, en essayant. Aujourd'hui, on est en tant qu'entraîneur. Moi, j'analyse le football d'abord. Donc c'est vrai que tactiquement, on a utilisé notre troisième système de jeu de la compétition plutôt bien. Ce sont des systèmes, que ce soit 4-3-3 ou le 3-5-2 ou le 4-4-2, qu'on travaille beaucoup depuis 4 ans. Donc je trouve que ça a bien fonctionné, notamment sur nos animations offensives en première mi-temps. Après, il faut reconnaître aussi qu'on a concédé des situations, qu'on a fait douter l'Angleterre et qu'ils ont dû se remettre à sans doute l'un des meilleurs attaquants du monde pour pouvoir marquer. Et c'est ça, quand on se confronte à de grandes nations comme ça, c'est souvent le cas. Donc nous, on a fait ce qu'on devait faire. Je pense qu'on n'a pas été loin de faire 100% de ce qu'on peut faire tout au long de la compétition. Et pour nous, c'est déjà une première victoire. Et après, ça montre aussi à certains jeunes joueurs qu'on a qui ont encore un parcours, qui sont bien lancés. Ils ont pris beaucoup d'expérience. Tout le monde, c'était leur première Coupe du Monde, staff et puis joueurs aussi. Et c'est pour ça qu'il faut valoriser leur parcours et féliciter mes joueurs. Ouais, on est déçu de quitter la compétition comme la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on est d'abord déçu. Et comme je l'ai dit, on a fait, je pense qu'on devait faire dans cette Coupe du Monde en marquant 5 buts, malheureusement en prenant 5 également. Mais globalement, on a quand même joué des équipes, 4 équipes qui étaient nettement au-dessus de nous au classement FIFA, et sur lequel on a quand même bien rivalisé.
Oui, on voulait mettre de la largeur quand on avait le ballon. C'est une des raisons pour lesquelles on a joué à 4 avec des milieux excentrés au long de ligne. C'était pour avoir de l'espace. On savait on avait rajouté un milieu très technique au milieu, donc on allait avoir de la possession. C'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'était de fermer un peu mieux le milieu et de casser la relation avec Anderson, qui est quand même très influent à la construction du jeu de l'Angleterre. Donc on avait décidé que notre attaquant défendait sur lui, un peu comme avait fait le Ghana avec Jordan Ayew. Et donc voilà, c'était un choix comme ça. Voilà les mots du sélectionneur, hein, Sébastien Dessab. Dites-moi hein, si vous entendez correctement, en tout cas sur le live. Sinon, je ferai d'autres réglages un peu plus tard. En tout cas, voilà les mots de Sébastien Dessab. Donc, fier de ces joueurs. Honnêtement, un beau parcours du Congo. On les voyait pas forcément peut-être sortir hein, de ces phases de poule. Donc, pour, euh, pour le coup, c'est un beau parcours, hein. On disait, alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, lors des lives, quand on parlait de la République, enfin de la CAN, pardon, on disait c'est une nation qui est en train de monter. On disait qu'ils pouvaient faire peut-être un potentiel top 3 à la CAN. Bon, ça a été légèrement en dessous. Mais c'est une sélection qui monte. Il y a des joueurs très intéressants. Et à mon avis, au fil des années, bah, ça risque d'être toujours mieux. Donc, belle surprise le Congo, effectivement, on entend bien, bah, super, parfait. Le Sénégal, lors de la CAN, a détruit l'image de l'Afrique. Alors, c'est un peu dur, mais je vois presque ce que tu veux dire. Là, pour le coup, hein, les Sénégalais, il n'y a pas eu cette histoire de on rentre au vestiaire pour un penalty à la dernière minute. Je pense ils ont compris la leçon. Pas, bah, dommage en fait, dommage pour cette équipe sénégalaise parce que ils menaient 2-0, ils se font rattraper comme ça en fin de match et après c'est en prolongation. Mais après de là à dire qu'ils ont détruit l'image de l'Afrique, non parce qu'ils l'ont fait monter aussi, mais c'est vrai que ils ont été au final assez décevants. On va en parler hein, juste après, on finit juste sur cet article. Coco, au final, on a entendu les mots de Sébastien Desabre, donc je pense qu'on peut conclure hein, sur cette victoire de l'Angleterre, donc dans le tableau. Papio n'a rien d'un coach, ce n'est qu'un grand délinquant qui a mené le Sénégal au mur. Waouh! T'as une haine contre le Sénégal? Qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont fait quelque chose, les frérots? Montesquieu, en plus, le nom est, est limite, mais vas-y. Enfin, Montesquieu. Attends. Bref. Salut à Anto qui est présent sur le live. Je suis sénégalais. Ah ouais? Ah, t'as honte à ce point de cette équipe du Sénégal? Ah non, Montesquieu, c'est le fils. Wow, j'ai confondu. Ouais, je cherche ton pseudo, hein, exactement, sur les trucs. Hein, c'est en rapport avec l'histoire française. Ah, mais c'est la philosophie, je suis un mongol, moi aussi. Oh là 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 là. Allez à l'école, les amis, hein, parce que. Bref. Bref. Pas de l'équipe du coach. Après, bah, on va en parler typiquement, juste on finit. L'Angleterre. L'Angleterre, du coup, qualifiée dans ses huitièmes de finale face au Mexique, hein. Normalement, ça sera une nouvelle fois au Mexique, ce match, ce huitième de finale. Donc, il faudra faire extrêmement attention parce que les Anglais jouent avec le feu. Du coup, on va passer au match du Sénégal. Parfait, on a un ami sénégalais dans le chat. Le Sénégal qui a perdu 3-2 lors de ce match en toute fin de rencontre. Donc on va aller sur le déroulé de ce match. Déjà avec les compositions. Côté belge, c'était un 4-2-3-1 présenté par Rudy Garcia. Donc, avec Thibaut Courtois dans les cages, Arthur Théat, Mechele en défense centrale, hein, la sortie de Nathan Ngoy qui était non, qui n'était pas blessé, mais qui a eu du mal hein, dans cette compétition. Castagne à droite, De Kuyper à gauche. Au milieu de terrain, Van Aken, Yuri Tillmans. En attaque, Jérémy Doku. À gauche, à droite, Leandro Trossard. Et après, Kevin De Bruyne en numéro 10 et Charles De Ketteler devant. Donc déjà, les choix de Rudy Garcia, hein, heureusement qu'il a fait des changements parce que vraiment, encore une fois, on en a parlé hier, ils étaient plutôt catastrophiques.
Côté Sénégal, c'était un 4-3-3 présenté par Paptio, avec Moridio dans les cages. 6 en défense centrale avec Moussa Niakate, pas de Kalidou Koulibaly, pas de Mamadou Sarr. Ouais, pas de Mamadou Sarr, hein, c'était plutôt Papsis. Et Ismaël Jacobs qui était à gauche, Crépin Diatta à droite. Au milieu de terrain, Habib Diarra, Idrissa Gueye et Pape Gueye. Pas de non plus Lamine Camara. Lamine Camara qui a fait une très très mauvaise entrée, hein, attention. Pas bravo à lui. Le Monégasque et après l'attaque, Sadio Mané, Ismail Assar et Iliman Ndiaye. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? La victoire de la Belgique, je m'y attendais pas personnellement. Je pensais que le Sénégal passait. Moi aussi, je pensais. On avait dit, hein. On en avait parlé hier, hein. Moi, je voyais plutôt le Sénégal passer, faire une montée en puissance. Au final, euh, bah, ça a été un échec. Pourtant, ça avait plutôt bien démarré. Alors. Déjà, on va parler de cette équipe belge. Pas compris une nouvelle fois la composition de Rudy Garcia. Même si Romelu Lukaku n'a pas forcément 90 minutes dans les jambes, pourquoi ne pas le faire jouer? Voilà, une première mi-temps, histoire d'apporter du poids dans cette équipe. Bon, après, ça a été une entrée plutôt payante. Après, il y a des joueurs comme voilà, Diego Moreira. Diego Moreira, je comprends pas aussi. On l'a vu sa saison, c'est un très bon joueur. On a vu son entrée aussi. Euh, Pourquoi ne pas le faire, ne pas le titulariser directement? Au milieu de terrain aussi, ça a été plutôt compliqué pour Van Aken. Kevin De Bruyne qui n'a pas été dans son match. Bon, on lui a rendu hommage en mettant le maillot aujourd'hui. Mais Kevin De Bruyne qui n'était pas forcément dans son match. Et alors là, le débat, je ne sais pas si on a des amis belges une nouvelle fois ou des fans de City, mais Jérémy Doku, bah moi je suis toujours déçu par Jérémy Doku. Ah, il a beau faire plein de petits dribbles, tout ça, je trouve que dans un collectif, bah, il t'apporte rien. C'est un peu. Alors c'est vraiment la lecture de ces dribbleurs fantastiques là, dans un collectif, elle est toujours assez compliquée. Que ça soit, on peut parler de. Alors là, pour le coup, en équipe de France, il n'y a pas trop de soucis, mais genre, des fois, Ryan Cherki, il me fait penser un peu à ça aussi. Voilà, ils sont là, mais est-ce que vraiment, vraiment, ils apportent quelque chose à leur équipe dans le match, hein? Dites-moi dans le chat, hein, ce que vous pensez du match de Jérémy Doku, de sa Coupe du Monde au global. Franchement, moi, j'arrive pas à m'enflammer sur ce joueur, hein. Alors oui, c'est fantastique, hein, ça va vite et tout ça, hein, mais honnêtement, j'arrive pas trop à comprendre l'apport de ce joueur dans cette équipe. Alors j'ai beau voir des spécialistes me dire que c'est lui le facteur X de la Belgique, je ne suis toujours pas convaincu. Dans les stats de ce match, 3,58 d'XG pour le Sénégal, 1,75 pour la Belgique, hein, donc les Sénégalais auraient dû s'imposer, ne pas faire ses erreurs en fin de match. On le voit, 52% de possession pour les Belges, 19 tirs, 5 cadrés pour la Belgique, 19 tirs, 5 cadrés pour le Sénégal, 6 grosses occasions pour le Sénégal aussi, 3 pour les Belges. Qu'est-ce qu'on va noter aussi? Les arrêts des gardiens, évidemment. 3 arrêts de chaque côté. C'est vraiment un match équilibré. Et au final, ça s'est décanté en toute fin de match. Merci Moukimoula pour le follow. Bienvenue dans la communauté Atrix. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, sur ce match, Habib Diarra qui ouvre le score à la 24e minute sur une tête de. Alors, j'ai plus, je crois que c'est une tête ou une frappe de Sadio Mané ou d'Ismail Assar, si je dis pas de bêtises, et après qui est mal repoussé par Thibaut Courtois et qui finit dans les pieds de Habib Diarra. Juste avant, dans ce match, Thibaut Courtois a failli se trouer et c'est Ismail Assar qui a failli récupérer. Malheureusement, il a du mal à récupérer le ballon. Mais c'est une totale domination en première mi-temps, je trouve, de cette équipe congolaise, même si ça se voit pas forcément. Sénégalaise, pardon, même si ça se voit pas forcément dans les stats. Euh, Et ensuite, en deuxième mi-temps, donc les entrées de Romelu Lukaku, alors là, qui a fait extrêmement mal à cette défense sénégalaise. Les entrées de Raskin, Luke Bacchio qui a fait un très bon match aussi, et Diego Moreira, hein, donc des changements payants pour cette équipe belge. Par contre, côté Papio, voilà. Alors déjà, le choix de faire sortir Pape Gueye, moi aussi je l'ai pas compris, tout comme lui, hein, on a vu sa réaction assez virulente. Lamine Camara qui rentre, qui prend un carton jaune dès les premières secondes. Ibrahim Mbaye, lui qui a été ce pétard ambulant tout au long de la compétition, il aurait pu être
plus précis sur certaines actions. Même le coup franc en fin de match alors je crois que c'est en fin de prolongation de Pape Matar Sarr. Pas trop compris, je pense que les pieds ont légèrement tremblé. Et donc on le voit, 86e minute, Romelu Lukaku, efficace, un buteur, un meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Et donc je pense que le Rudi Garcia en a clairement besoin en tant que titulaire. Ensuite, c'est Yuri Tillman sur la mauvaise sortie de Moridio qui vient marquer de la tête à la 89e minute. Et donc ça part en prolongation. En prolongation, c'est Malik Diouf qui rentre, Nicolas Jackson et Sapoko Ndiaye. Mais malheureusement, c'est une faute en fin de match. Alors, déjà la question, est-ce que vous sifflez penalty sur cette dernière action ou non? Ça m'intéresse de savoir, hein, parce que penalty, donc une faute de Lamine Camara sur Yuri Tillmans, du coup, et Yuri Tillmans qui vient transformer le penalty. Voilà, on nous parlait des choix de Pape Thiaw lors de ce match. Alors c'est vrai que pour le coup, moi j'avais trouvé ça intéressant, sa composition, avec l'entrée de Habib Diarra pardon, dans le 11 plutôt que Lamine Camara. Même cette attaque, NJ, Ismail Assar, Sadio Mané. J'ai trouvé plutôt ça logique. Alors, j'avais peut-être pas mis Pape 6 en défense centrale, là, pour le coup. Mais pareil, Ismail Jacobs. Et la titularisation, pas le choix de Moridio. Alors, est-ce que j'aurais mis Yevan Diouf plutôt que Moridio? Là aussi, c'est une question qu'on peut se poser, hein, en vrai. Mais voilà, c'est surtout les choix, en fait, de remplacement. Typiquement, la sortie de Pape Gueye. À la limite, si tu veux faire rentrer Lamine Camara, c'est pas forcément sortir Pape Gueye, plutôt, même s'il fait pas un grand match, hein, pour le coup. Je pense qu'il aurait pu apporter. Ibrahim Mbaye, alors que tu mènes 2-0, est-ce que c'était vraiment utile aussi? Voilà. Après 94e, donc tu fais rentrer Malik Diouf et Nicolas Jackson que tu fais rentrer lors des prolongations et MJ aussi. Voilà, pareil, hein, les deux coachs, franchement, ils n'ont pas fait de grands matchs. Alors, ça a été payant pour le coup pour Rudi Garcia, mais pareil, Romelu Lukaku met le titulaire directement. Honnêtement, je comprends pas trop les choix. Diego Moreira aussi. Alors, même si De Kuyper, c'est plutôt un bon joueur, Diego Moreira fait le jouer. En plus, il fait rentrer à la place de Van Aken au final. Et même André Onana. Bon, André Onana. Pas André Onana. C'est André Onana? Amadou Onana, pardon. André Onana, c'est le gardien camerounais. Donc voilà, cette victoire de la Belgique, on va voir un peu les réactions après le match. Mais n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce match. Est-ce que les Sénégalais ont failli ou est-ce que c'est la Belgique qui est légèrement, qui s'est sorti un peu les doigts, on va dire. Dites-moi dans le chat. Sinon, réussite caractère, choix fort de Rudi Garcia, comment la Belgique a renversé le Sénégal en 16e de finale de la Coupe du Monde. La qualification des Diables Rouges en prolongation face au Sénégal pour les 8e de finale de la Coupe du Monde tient autant à la réussite qu'au choix de leur entraîneur Rudi Garcia. Et au caractère du groupe belge où tous les entrants ont contribué à renverser la table. Je pense que le Sénégal aurait mis une autre tactique que le 4-3-3 utilisé, ils auraient gagné. Ouais. Quelle tactique? 4-2-3-1 comme il jouait pourtant précédemment. 4-4-2. Une défense à 5 peut-être. Quoique ça a payé jusqu'à quasiment la fin du match, hein. Alors c'est un article de Joël Dominiguetti pour l'équipe, pardon. 6-3-1. Quand même. Quand même. La Belgique est passée par tous les sentiments mercredi. La colère et l'énervement de Yuri Tillmans envers son entraîneur parce que rien ne fonctionnait. Sa dispute en Mondiovision avec Leandro Trossard, prêt à en venir aux mains avant la pause fraîcheur de la deuxième période. Ah, ça aussi, c'était assez étonnant, ça. Pendant la pause fraîcheur, l'embrouille entre le capitaine, hein, des Diables et Leandro Trossard. La frustration du fait de la médiocrité de ses intentions qui consistait à trop subir la domination territoriale et collective du Sénégal au Lumenfield de Seattle. Mené 0-2 pendant 35 minutes, la Belgique semblait devoir quitter les États-Unis avec d'énormes regrets, mais pas sans y croire jusqu'au bout. Les changements impulsés par Rudi Garcia, sortie de Doku et de
De Bruyne, puis de Van Aken au profit respectivement de Luke Bacchio, de Raskin, avait redonné un soupçon de peps, une lueur d'espoir, d'autant que Thibaut Courtois avait repoussé un ultime essai de Sadio Mané qui aurait été la réalisation du chaos. Mais la qualification relevait encore du miracle avant le but de Romelu Lukaku, servi par un centre de Thomas Meunier dans la minute qui suivait. Dans le foot, tout est possible si on y croit, analyser le sélectionneur français. Les joueurs n'ont pas suivi le plan de jeu en première période. C'est dommage, on avait des pertes de balles, mais on était quand même parvenu à corriger le tir. Tactiquement, en deuxième période, notre force est venue de ceux qui sont sortis du banc. Ce qui prouve l'état d'esprit de notre collectif, les changements nous ont totalement relancés. C'est le boulot du coach. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique en fin de match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Rudy Garcia, l'arrogance ici. Il est énervant hein, quand même. Hein. À 2-1, il y a eu un changement d'âme. On a été capable d'égaliser. C'est plutôt bien d'être parvenu à l'emporter avant la fin du temps additionnel sur un penalty ultra justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir. Pour moi, Lukaku doit être capitaine, c'est lui qui calme Trossard et Tillmans. Ah, mais le truc, c'est il est sur le banc, Lukaku, donc pour être capitaine, faudrait qu'il soit titulaire déjà. Mais aussi, est-ce que vous pensez que le penalty l'est justifié? Ça m'intéresse ça. Par contre, les mots de Rudy Garcia sont durs, qu'il fasse attention au retour de karma. Ah ouais, j'espère que le karma va le taper. Mais vraiment, les Belges, hein, en conférence de presse, faudrait qu'il la ferme en vrai. Genre, tout simplement, faudrait qu'il se taise et qu'il juste il joue sur le terrain parce qu'à chaque fois, il dit un. Ils sont pas mal, hein, je trouve, en conférence de presse. C'est penalty 100%. Ah, mais ça, c'est un Belge qui le dit. Quand le Sénégal a craqué sur une énorme erreur de Moridio qui manquait sa sortie, profitant à Yuri Tillmans. Il a dit quoi? Bah, c'est surtout cette phrase, hein. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Je trouve que c'est un manque de. Alors autant c'est pas une dinguerie, mais je trouve que c'est un léger manque de classe envers Papio. Même s'il il a plutôt raison. Est-ce que c'est vraiment à lui de dire ça? Alors autant on aime bien quand les gens sont pas trop polissés et média traînés, mais là je trouve que c'est juste simplement un manque de classe. Hein. Quand le Sénégal a craqué sur une énorme erreur de Moridio qui manquait sa sortie profitant à Yuri Tillmans, l'ascendant psychologique est devenu belge avec les mots des joueurs. Il était question de courage, de résilience, de volonté et de générosité, notamment pour Romelu Lukaku. L'attaquant a laissé tirer le pénalty décisif à Tillmans qui n'a pas tremblé dans l'exercice. J'en ai marre des matchs comme ça ironisés sur la RTBF, le meilleur réalisateur belge, 92 buts en 130 sélections. Quand même des sacrés stats hein, pour le Big Rom en référence à la qualification de la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde 2018 au détriment du Japon. On avait l'esprit et une grosse paire de couilles. Wow. On a montré notre caractère contre une des meilleures équipes du tournoi. On a su mettre de l'intensité et gagner les deuxièmes ballons. Mon père décédé cette année doit m'aider de là-haut. J'avais l'intention de tirer le penalty, mais mentalement, je vis encore des moments difficiles. J'ai préféré que cela soit Yuri. Cela prouve que notre groupe est uni. Des victoires comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour les supporters. La Belgique a résisté à tout. À ses deux premiers matchs timorés et poussifs face à l'Égypte et l'Iran. À son début de rencontre insuffisant. Face au Sénégal, il faudrait que cette expérience serve une bonne fois pour toutes face aux États-Unis en huitième de finale dans la nuit de lundi à mardi à Seattle. À 2h du matin. Mon cher Marc de Cohen, dis-moi ce que tu as pensé. On en parlait hier de la comparaison alors Doku-Olysée. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Jérémy Doku? Ça m'intéresse de savoir. Hein, et dites-moi les autres hein, ce que vous en avez pensé aussi. Rudy Garcia, sélectionneur de la Belgique, vainqueur du Sénégal. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Génial. On va écouter les mots en direct après le match de Rudy Garcia. Tout à l'heure, on a eu vent de votre déclaration. Vous dites que c'est avec ces genres d'équipes, lorsqu'elles mènent, elles perdent leur structure tactique vers la fin. Ce genre d'équipe, c'est l'équipe. Non, j'ai pas dit ça. Vous trompez de déclaration. J'ai dit que quand on mène, et c'est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Donc nous, on a poussé, eux, ils ont reculé. Et en fait, si on n'avait pas marqué le 2-1, je pense qu'on serait jamais revenu. Mais quand le troisième but d'un match est marqué par une équipe et que ça fait 2-1, eh ben le match change d'âme, comme on dit en français, et le positif vient du côté belge et le négatif vient du côté sénégalais. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous, et ça nous a permis d'égaliser avant la fin du temps réglementaire. Après, franchement, en prolongation, c'était
comme deux boxeurs. Les équipes ont répondu coup pour coup. Après, je pense que le penalty est justifié et qu'on gagne évidemment là-dessus. Après, puisque vous êtes de la presse sénégalaise, le Sénégal méritait autant que nous de passer. Mais on est assez content que ce soit nous parce qu'on est revenu de loin. Voilà, tout simplement. Alors, Marc de Cohen, ils n'étaient pas à 100%, mais les changements ont tout fait autrement. Et peut passer là, le prochain match. Wow. Le français est compliqué. Ok. Donc Jérémy Decou, l'excuse c'est qu'il n'était pas à 100%. Pas beaucoup d'arguments quand même, hein. Après la qualification héroïque de son équipe face au Sénégal, mercredi, Rudy Garcia, l'entraîneur de la Belgique, a pointé du doigt les lacunes tactiques des Lions de la Teranga. Dans le foot, c'est toujours possible tant qu'on y croit. La force de ce groupe, c'est aussi ceux qui sortent du banc. On ne peut pas faire les résultats à 11. On a bien corrigé le tir à partir du milieu de la seconde période. On perdait trop de ballons, on a corrigé ça et ça a été mieux, même si on a pris un deuxième but. On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, il ferait tout pour protéger leur but. Donc là, c'est ce qu'il dit, ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris, le match a changé d'âme. On était capable d'égaliser par Yuri. Je suis content pour Romelu qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi justifié. Rudy, tranquille, archi justifié. Personne m'a répondu par rapport à cette question de est-ce qu'il y a penalty, les amis? Hormis mon ami Marc de Cohen. Si on a fait cette fin de match aussi parce qu'on a fait ce début, il n'y a rien à jeter ce soir. Il n'y a rien à jeter. Malheur. Malheur. Il n'y a rien à jeter pour cette équipe de Belgique. Putain, niveau com, il est fou ce mec. Honnêtement, moi j'ai pas du tout kiffé cette équipe de Belgique, hein. Alors autant le Sénégal, ils se sont troués, mais autant sur 85 minutes, ils nous ont fait kiffer, quoi. Alors que la Belgique, pour le coup, vraiment, c'est pas ouf. Merci pour le suivi de la Coupe du Monde, t'es le boss. Eh bah attendez, de rien les amis. Merci à mon frérot Gaëtan quand même qui est sur le live. Ça fait plaisir hein, que vous soyez toujours présent. Donc merci beaucoup pour le soutien, pour les likes aussi. Hein, ça fait extrêmement plaisir. Pas de penalty. C'est penalty, ça a été passé par la VAR et il prend le pied de Tillmans. Alors c'est vrai qu'il touche, hein, ça peut clairement être sifflé. Et bon. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Je vois que les likes montent. Je vois que vous êtes quasiment 80 sur le live. Hein. Quand on n'a pas de strike de la part de TikTok, tout va bien sur les lives. Vous êtes nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Hein. En tout cas, on continue sur ce match. C'est un penalty madrilène. Directement, ça vient remettre. Alors, on est sur la Coupe du Monde. On va pas parler du football de club. On en parlera sûrement à la fin du live. Mais on voit cette haine du Real. Il y a penalty. Ok. Bon, après, moi, honnêtement, ça m'a pas choqué non plus. Mais il peut avoir d'autres avis divergents. Bref. Chronique d'un fiasco prévisible et si l'élimination du Sénégal en Coupe du Monde était finalement logique. Alors on en a parlé lors du live d'hier. Évidemment, je me répète légèrement, mais c'est pour ceux qui n'étaient pas là. On disait ce Sénégal, très bonne équipe d'Afrique, parmi les meilleures nations africaines, évidemment. Vainqueur de la CAN, évidemment. Après, il y a tous ces fameux débats, mais pour moi, ils sont quand même vainqueurs de la CAN. Mais ils ont une préparation assez mauvaise quand même avant ce tournoi. Là, leur phase de poule n'a pas été bonne. Ils se sont sauvés grâce à une victoire contre l'Irak, alors qu'ils en mettent 5 contre l'Irak. Félicitations. Mais sinon, le reste, c'est pas très bon. Contre la France, on peut même justifier que la France, c'est plutôt la France qui s'est réveillée dans ce match et le Sénégal nous a pas. Après, on a eu quelques inquiétudes, hein, on va pas tout leur enlever non plus. Et contre la Norvège était clairement une meilleure équipe. On pouvait penser à une montée en puissance. Les choix aussi de Papthio de se fier à ses cadres avec qui il a quand même gagné la CAN, avec qui il a avancé. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire d'autres changements avant? Les Africains sont maltraités par les arbitres. Oh là là, je pense pas qu'il y ait ce genre de discussion. Là, pour le coup, bon, ça a été plutôt correctement arbitré. Le
le penalty, on l'a dit, il y est, donc il n'y a pas forcément de mauvais arbitrage pour les Africains en tout cas. Mais voilà, la compétition de cette équipe du Sénégal, mentalement, ils n'étaient pas à leur max, je pense. Et donc du coup, ça a été visible en fait lors de cette fin de match, hein. Ils se sont totalement délités. On a senti la Belgique revenir. Alors, on peut expliquer aussi ça par les choix de Rudy Garcia, mais on a quand même senti cette équipe du Sénégal craquer mentalement, peut-être physiquement aussi. On en avait parlé sur le match contre l'équipe de France dès la deuxième mi-temps, que physiquement ils étaient totalement cuits. Après, il y a eu pas mal de choses extra sportives aussi dans cette équipe du Sénégal. Le contrat de Pape Thio, je crois qu'ils ont eu pas mal de soucis aussi avec comment on appelle ça? Le gouvernement américain. Je crois qu'ils ont été pas mal fouillés, enfin, des histoires pas très cool. Et déjà à la maison. Alors, encore une chance que s'ils ont été meilleurs, troisième, parce que si c'est le but de l'Iran, waouh, putain, le français des fois. Et déjà à la maison. Bon, l'ami, je te souhaite un bon live et une bonne journée. Ben, merci Anto d'avoir été là sur le live. Bonne journée, bon courage hein, si tu vas taffer une nouvelle fois. C'est le changement du coach. Coach C-O-T-C-H. Restez accrochés avec l'orthographe, les amis. Hein. 2-3 cours, n'hésitez pas quand même hein, à les prendre. Non, désolé. Mais ouais, c'est vrai que le passage de Aliou Cissé à Papio, au début, c'était plutôt pas mal, hein, Papio. Hein. Bon, pour le coup, il les a amenés. Alors, il les a amenés avec l'un des meilleurs groupes de cette CAN. Mais est-ce que. Alors, Papio, il est sujet à beaucoup de critiques. Est-ce que elles sont. Alors, je pense il y a certaines qui sont justifiées, mais est-ce qu'il faut tout reverser sur Papio concernant la déroute du Sénégal? Alors, c'est un article de Hervé Penaud pour l'équipe. Le Sénégal est tombé de haut, de très haut. Arrivé avec d'immenses ambitions sur le sol américain, Kalidou Koulibaly, le capitaine parlant de meilleure équipe du monde, les Lions de la Teranga ont chuté contre la Belgique. En 16e de finale, après avoir mené de 2 buts à 4 minutes de la fin du temps réglementaire contre les Belges, ne devant leur statut car Romelu Lukaku, une légende, et à une erreur de main de Moridio sur l'égalisation de Yuri Tillmans. La surprise aujourd'hui est Espagne et Portugal éliminés. Il y a plein de surprises. Attention, je veux bien qu'il y ait des surprises. Après, c'est des avis, hein, je les écoute. Mais je pense que ni le Portugal ni l'Espagne ne sera éliminé ce soir. Hein. On va aller sur ces matchs juste après. Hein. On finit sur la Belgique et le Sénégal. Ça fait un moment qu'on est dessus. On parlera aussi de Pape Gueye rapidement. Et après, on ira sur États-Unis, Bosnie-Herzégovine. Et les matchs de ce soir. Hein. Restez encore 10-15 minutes et on ira sur ça. Alors. Ensuite, il a fallu un penalty peut-être sévère mais pas scandaleux pour une faute de Lamine Camara transformée par Tillmans pour sceller le sort de cet affrontement. Mais le résultat n'est-il pas la suite logique d'une préparation totalement ratée et le reflet de l'incompétence de certains dirigeants? Avant même de partir de Dakar, l'équipe avait pu s'entraîner une fois dans son stade pour cause de non-paiement des installations. On ne parlera pas des primes du contrat de Papio non renouvelé, puis finalement payé avant d'être déchiré, point d'interrogation, d'un match amical décidé dès l'arrivée aux États-Unis 3 semaines avant l'arrivée en lice contre la France quand les équipes tentent de réduire le temps de présence sur place en raison de l'ennui engendré. On passera sur l'arrivée d'un deuxième analyste vidéo en pleine compétition ou sur l'absence d'un observateur de la Norvège lors de son premier match, juste avant de l'affronter. Voir aussi les fédéraux se pavaner avaient de quoi irriter certains lions fatigués de tout ça, leur talent ne peut toujours sauver les apparences. C'est ce qu'on disait, hein, préparation tronquée de la part du Sénégal et une entrée dans la compétition assez mauvaise. Hein. La gestion de Mamadou Sarr comme symbole aussi, hein, c'est vrai que pourquoi ne pas avoir fait jouer Mamadou Sarr en défense centrale, c'est une vraie question. Le Sénégal est même allé jusqu'à amener Mamadou Sarr en conférence de presse la veille du match contre la Belgique, un véritable calvaire pour le jeune défenseur jamais utilisé ici et qui doit ressortir de ce voyage américain terriblement frustré. On peut imaginer son étonnement quand on lui a demandé de se présenter face aux médias. La gestion du groupe a été un autre souci dans cette Coupe du Monde. Sarr, excellent durant la CAN, avait été pris comme le remplaçant potentiel de Koulibaly blessé. Il avait même disputé les 2 matchs amicaux avant de ne plus exister. Mais c'est fou ça!
Pourquoi lui-même va se poser de nombreuses questions. Il a été victime du poids des anciens qui a plombé le début de compétition. Koulibaly, même en méforme, a repris sa place lors des 2 premières sorties. Et ce n'est pas une victoire en trompe-l'œil face à l'Irak, réduite à 10 après 13 minutes, qui va changer l'analyse. Le Sénégal a rencontré 3 équipes européennes. Il a perdu 3 fois. Face au Diable Rouge, Papio a pourtant repris la main en osant placer Koulibaly sur le banc et en lui préférant Pathé 6, qui sort d'une belle saison au Rayo Vallecano. On ne pourra surtout pas le lui reprocher comme d'avoir envoyé Nicolas Jackson remplaçant. En revanche, on peut considérer qu'il a été utile de sortir Sadio Mané et Idrissa Gueye. Très bon pourtant avant la fin du match pour éteindre les derniers feux belges. Ils ont fini épuisés. Et l'entrée d'un défenseur à cet instant n'aurait pas été de trop pour contrer les ballons dans la surface ou pour encadrer Lukaku. Et même si Thio n'a rien à voir avec l'erreur de Dio, la gestion de sa fin de match va lui être reprochée. Comment se retrouver en prolongation avec en plus de jeunes, Gueye et Mané étant sortis dans un instant où il faut savoir justement dominer ses émotions. Pape Thio, le héros du Maroc, se retrouve déjà sous le feu des critiques et les réseaux sociaux se sont même déjà chargés de son sort. Pas sûr qu'il trouve aussi du soutien fédéral en rentrant, qu'il sera plus facile à ses dirigeants de se défausser sur leur entraîneur que sur leur propre errement. Classique, mais le sélectionneur reste un jeune entraîneur qui a appris ici. Le Sénégal, venu avec un succès sur le terrain, repart avec le sentiment que tout est allé à l'envers, à la fois sur le terrain et en coulisses. On va écouter les mots de Pape Thio pour cette élimination sénégalaise. C'est vrai, on vient de perdre ce match qu'on nous tenait à cœur, qu'on voulait vraiment se qualifier pour le pot sénégalais qui méritait. Mais malheureusement, non, on est éliminé. Je suis triste et aussi les joueurs sont tristes parce qu'ils voulaient vraiment cette qualification, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Oui, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'on avait le match en main. On gagnait 2-0 et après on peut reculer vers la fin parce que je pense qu'après on voulait conserver le score et une fois qu'on a pris la balle de 2-1 on a plus reculé et ils ont marqué leur deuxième but et c'était pas facile et on a essayé de remonter le moral et donner encore plus de peps à l'équipe, mais malheureusement ça n'a pas passé. C'est sûr que c'est pas du tout facile parce que cette équipe a tout donné. Ils voulaient vraiment se qualifier pour leur peuple et nous tous on le voulait, mais c'est pas. Oui, je pense que non, je préfère ne pas interpréter parce que parfois sur les pénaltys il y a des interprétations différentes. Bon, l'arbitre a jugé qu'il y avait pénalty, donc voilà. Et il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, mais moi je préfère ne pas commenter et ne pas interpréter pour la décision de l'arbitre. Non, pour les remplaçants, oui, c'est vrai que vous venez de dire qu'il y a eu des changements et les joueurs qui sont rentrés, mais après, sur certains changements, c'est plus des demandes des joueurs qui ne pouvaient plus et donc qu'ils étaient fatigués. Et ça, je pense que les laisser sur le terrain, ça doit être une faute professionnelle. Donc, il fallait les sortir, il fallait les remplacer par poste pour poste, c'est sûr et certain. Mais voilà, après, c'est une fois qu'on perd, surtout qu'on avait mené 2-0 et on se fait remonter, comme ça, c'est sûr, ça va plus parler des remplaçants. Mais après, il ne faut pas trop tirer sur ça, je pense, parce que quand même, il y a des changements. C'était plus au niveau de la fatigue que tactique. Voilà les mots de Pape Thio après cette élimination. Je vois dans le chat, vous êtes assez sévère, hein. Il est insupportable à écouter. Il fallait quitter le terrain. Franchement, il n'y avait pas pénalty. Alors, pour le coup, ça va les suivre, hein, cette histoire de quitter le terrain. Ça va vraiment les suivre pendant un moment quand même, hein, à nos amis sénégalais. Coupe du Monde, on finit juste avec il est nul. Waouh. Zéro argument, juste il est nul. Pape Gueye ne veut plus revenir en sélection du Sénégal avec ce staff technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une story publiée sur Instagram, Pape Gueye a indiqué qu'il ne reviendrait pas en sélection du Sénégal tant que le staff sera le même. Les mots sont forts et ils surviennent juste après une terrible désillusion alors que le Sénégal a fini par se faire éliminer par la Belgique. D'accord. Il a publié sur son compte Instagram une story qui va faire parler. Sur fond d'écran noir apparaît un texte lourd de sous-entendus. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. Mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. Et alors je sais pas c'est qui lui a répondu en dessous. T'as parfaitement raison frérot. Voilà, maintenant les gens communiquent via Instagram. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. Bah écoutez, on attendra ça, hein, on verra ce que Pape Gueye a à dire, pardon. Ça nous intéresse. Donc voilà.
Mais assez énigmatique, hein. On l'a vu assez énervé en plus lorsqu'il est sorti, hein, je le redis. Mais, euh, mais il doit avoir du grabuge dans cette sélection sénégalaise. En tout cas, la Belgique affrontera en huitième de finale. J'ai oublié les États-Unis, c'est ça? Voilà, États-Unis, Belgique, parce qu'on va passer au dernier match de cette soirée. Merci beaucoup à ADN et Ousmane Gadio 220 pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue dans la communauté Hattrick. Ça fait extrêmement plaisir. Les États-Unis, pays organisateur, pays hôte de cette Coupe du Monde, hein. Donc les 3 pays hôtes sont qualifiés en huitième de finale avec cette victoire contre la Bosnie-Herzégovine. On va être plus rapide sur ce match. Alors les États-Unis se sont présentés en 4-3-3, le 4-3-3 de Mauricio Pochettino, avec Freeze dans les cages, Rim Richards en défense centrale, Robinson à gauche, Freeman à droite. Au milieu de terrain, Malik Tillmans, Adams et Afonso McKinney. Et en attaque, Christian Pulisic, Folarin Balogun et Serginho Dest qui est devenu un attaquant au final. Dans cette équipe bosnienne, un 5-3-2 présenté avec Vasil, la défense à 5 à droite, Dedic, en centrale, Katic, Muaremovic et Radeljic, à gauche, Kolasinac. Au milieu de terrain, Djigovic, Sunjic et Alay Begovic, et en attaque, Edin Dzeko et Demirovic. Alors là, pour le coup, je n'ai pas trop compris la composition du sélectionneur bosnien qui voulait sûrement exploser en contre-attaque, alors qu'il aurait pu se permettre de jouer avec des joueurs de talent. On disait Alay Begovic qui était titulaire, mais aussi Baraktarevic qui est rentré seulement à la 50e minute. Je n'ai pas trop compris le choix. Après, cette équipe américaine a des joueurs plutôt intéressants. Mais voilà. En tout cas, sur les stats de ce match, ça devait pas être le match de l'année non plus. Avec 0,88 d'XG pour les Américains, 0,25 pour la Bosnie-Herzégovine. La possession était côté bosnienne, mais avec 52%, donc c'est pas énorme, hein, plutôt équilibré. 10 tirs, 3 cadrés pour la Bosnie, 8 tirs, 2 cadrés. Et seulement 2 grosses occasions pour les Américains et aucune pour les Bosniens. Donc les 2 grosses occasions, comme d'habitude, c'est évidemment les buts. Un carton rouge côté américain, hein, pour Folarin Balogun, buteur et expulsé plus tard. 3 arrêts quand même de la part du gardien américain et 0 pour Vasil, qui se trouve en plus, hein, sur ce coup franc quand même, hein. Même si c'est un beau coup franc, il se trouve légèrement. Donc, dans ce match, le résumé, c'est que Balogun a marqué en fin de première période, hein, 45e minute. 50e, le sélectionneur bosnien décide de réagir. Entrée de Baraktarevic, Tahirovic et Mamic. Folarin Balogun qui se fait expulser, donc les Bosniens doivent pousser. 2 nouvelles entrées, Tabakovic et Memic. Et au final, 82e minute, c'est un but pour les Américains de Malik Tillman. Alors Malik Tillman, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, un joueur du Bayer Leverkusen, très très bon joueur, hein, lui aussi. J'aime beaucoup et donc qui vient marquer pour cette équipe américaine, et donc les États-Unis qui sont qualifiés dans ces huitièmes de finale, et qui affronteront, donc on l'a dit, la Belgique. On va pas faire de preview tout de suite de ce match, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de favoris qui se dégagent. On voit juste au niveau des prévisions des bookmakers que c'est plutôt équilibré entre les États-Unis et la Belgique. Voilà, on aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Et on va passer au match de ce soir, parce que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus que forcément ce États-Unis-Bosnie, hein. Pour ceux qui ont vu le match, hein, ou qui sont restés réveillés, les vaillants, hein, la team nuit, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, hein, parce que j'avoue que moi je suis plus allé sur le résumé, j'ai vu quelques extraits du match, mais voilà. En tout cas, sur les matchs de ce soir, l'Espagne, hein, les champions d'Europe en titre, affrontent l'Autriche. Alors, Espagne-Autriche, combien? Alors là, à chaque fois, vous me posez cette question, vous me demandez des pronos. Faites-les déjà, hein, vous aussi, dans le chat. Si je devais donner mon prono, là, comme ça, je vous le donne juste après, comme ça, je vais faire ma petite analyse quand même de mon côté. Au niveau des compositions probables, Unai Simon dans les cages côté espagnol, donc le 4-2-3-1 de Luis de la Fuente, avec Cucurella à gauche, à droite, Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí en défense centrale. Ça va être du classique, hein, dans cette équipe espagnole. Rodri, Pedri au milieu de terrain. Et en attaque, alors là, Lamine Yamal normalement devrait être titulaire, Oyarzabal aussi devant. Daniel Olmo normalement devrait être derrière les attaquants. Et la question, c'est est-ce que Nico Williams est apte? Là, on voit qu'il est normalement blessé pour ce match.
Donc ça devrait être plutôt Alex Baena. Côté gauche, pas de Ferran Torres, j'imagine, j'espère pas en tout cas. Je suis pas le plus grand fan du joueur non plus. Après, dites-moi hein, si vous préférez voir plutôt Ferran Torres devant et Oyarzabal décalé sur un côté. Cette équipe d'Autriche, il y a des joueurs que l'on connaît quand même, des joueurs intéressants avec Schlager dans les cages. À droite, Posch, à gauche, Mwene. En défense centrale, Lienhardt, le défenseur de Fribourg, si je dis pas trop de bêtises. Ouais. Aux côtés du capitaine, normalement, David Alaba. Au milieu de terrain, Zeilvad et Schlager aussi. Hein. Alors, je crois que c'est 2 frères, si je dis pas trop de bêtises. Konrad Leimer, qui est un peu utilisé à tous les postes. Là, ça serait plutôt côté droit. Je crois qu'il était utilisé en 10, en latéral, en défense centrale. Là, ça serait plutôt côté droit. Schmitt derrière l'attaquant. Sabitzer décalé sur un côté. Alors là, je suis pas trop fan. Hein. Moi, je préfère Marcel Sabitzer plutôt dans l'entrejeu. Et devant, le bon vieux Marco Arnaud. Ouais, c'est ça, Marco Arnautovic. Donc voilà, on voit aussi l'Espagne largement favorite au niveau des bookmakers, hein, au niveau des cotes. Hein, je vais pas, il y a pas forcément photo. Donc, on me dit ce soir 3-0 pour l'Espagne. Ouais, j'irai peut-être sur quelque chose comme ça. Est-ce que les Espagnols vont prendre un but ou non? C'est surtout ma vraie question. 3-1, 3-1 potentiellement pour les Espagnols, un petit but hein, de ce bon vieux Arnautovic, hein, toujours histoire de mettre un peu le doute. Je vois bien une ouverture du score des Autrichiens après les Espagnols déroulés. Quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire hein, vos pronos, les amis, dans le chat. Mais les Espagnols sont clairement favoris. Là aussi, les choix de Luis de la Fuente de toujours titulariser Marco Corella plutôt que Alejandro Grimaldo, hein, qui a très peu de sélection avec l'Espagne. Là aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Merci à Joe et merci à Espagna pour le follow. Bienvenue dans la communauté Atrix, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, on va aller sur notre petite revue de presse concernant ce match. Alors, j'ai pu dégoter seulement un petit article. Il n'y a pas forcément de choses à dire sur cette équipe d'Autriche. On rappelle les parcours quand même. Avant d'aller, j'ai oublié ça. Pardon, je fais mal mon travail. Hein. L'Espagne qui avait fait une entame assez compliquée dans leur tournoi avec ce match nul pour commencer contre le Cap-Vert, 0-0, aucun but pour les Espagnols. Ensuite, ils avaient déroulé contre l'Arabie Saoudite, ça avait été plutôt intéressant avec le retour de Lamine Yamal dans le 11. Et après, ça a été une victoire compliquée contre l'Uruguay, quand même seulement 1-0. Après, on sait la capacité de cet Uruguay à faire déjouer de grandes équipes. Donc voilà, les Espagnols qui ont quand même fini premier de leur groupe, si je dis pas de bêtises. On va voir hein, ce que ça va donner dans un match à élimination directe pour ces Espagnols. Il va falloir quand même qu'ils fassent une petite masterclass pour essayer d'enlever le doute aux yeux des observateurs. Pour cette équipe d'Autriche qui était dans la poule j'ai oublié, du Portugal, non? Non, de l'Argentine et de l'Algérie. De l'Algérie. Oui, pardon. De l'Argentine et de l'Algérie, donc ça avait été une victoire contre la Jordanie, donc plutôt logique, hein, même si on aime bien cette équipe jordanienne où il y avait le bon vieux Moussa Altamari. Bon, ils étaient au-dessus. Contre l'Argentine, ça a été une défaite, là aussi plutôt logique. Et après, ce match nul contre l'Algérie, 3 buts partout, assez spectaculaire. Je pense que ça représente bien le niveau de l'Autriche, hein, voilà, qui fait match nul avec l'Algérie. Pour ceux qui suivent peut-être plus cette équipe algérienne, je pense que c'est assez représentatif de leur niveau au global. Alors, on va aller sur notre revue de presse. Comme on disait, 16 ans après sa dernière victoire en phase finale, l'Espagne doit conjurer le sort. L'Espagne n'a plus, alors c'est un article de Flashscore, pardon, l'Espagne n'a plus remporté le moindre match à élimination directe en Coupe du Monde depuis son sacre en 2010. Une anomalie à corriger jeudi à Los Angeles contre la guerre intimidante Autriche qui aimerait bien prolonger cette malédiction en 16e de finale.
La Roja a eu la gueule de bois après son triomphe sud-africain. Elle a été éliminée dès la phase de groupe en 2014, puis 2 fois au stade des huitièmes de finale en 2018 par la Russie, ce qui avait été assez étonnant, et en 2022 par le Maroc, hein. À l'époque, on sous-estimait cette équipe marocaine, à chaque fois au tir au but, mais ne parlez pas de cette douloureuse série à Luis de la Fuente et ses joueurs. Ce sont des choses du passé, on se concentre sur le quotidien, sur le fait d'arriver le mieux préparé possible. L'équipe a beaucoup de confiance et a énormément d'enthousiasme à l'idée de faire un grand tournoi à balayer auprès de l'AFP le défenseur Alex Grimaldo au début du mondial. Entre-temps, hein, alors il y a eu ces éliminations en Coupe du Monde, mais il y a une victoire en Coupe d'Europe, hein, à l'Euro 2024. Et aussi, alors à noter pour ceux que ça intéresse aussi, je crois qu'il y a la victoire en Ligue des Nations. Non, ils ont perdu en Ligue des Nations contre le Portugal, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont perdu contre le Portugal en Ligue des Nations. Euh, Fabien Ruiz, le milieu du Paris Saint-Germain, a légèrement esquivé la question quand l'AFP lui a demandé, dans un entretien réalisé mardi, si ses échecs répétés constituaient une pression supplémentaire. Ça va être un match difficile. L'Autriche est une bonne sélection, pardon, qui a de bons joueurs. Nous avons vu qu'aujourd'hui, n'importe quelle sélection peut battre l'autre, a-t-il estimé après l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay lundi au tir au but. Je pense que nous sommes prêts et impatients d'aborder ce match, a néanmoins ajouté Fabien Ruiz. En plus de briser le sort, la Roja va surtout devoir considérablement hausser son niveau, même si l'Autriche, 23e au classement FIFA, est un adversaire largement à sa portée. Je crois que l'équipe s'est améliorée progressivement au fil des derniers matchs, a encore assuré à l'AFP Fabien Ruiz, remplaçant 2 fois sur 3 matchs. Défense solide, mais force est de constater que l'Aurora est sur courant alternatif depuis le début du mondial. Elle habitait sur les débutants du Cap-Vert et peinait contre l'Uruguay de chaque côté d'un match facilement gagné contre la faible Arabie Saoudite. Encore loin de leur meilleur niveau, les champions d'Europe ont bouclé une phase de groupe où, hormis la première période contre les Saoudiens, ils n'ont pas développé le jeu séduisant qu'on leur connaît. Mais Luis de la Fuente, toujours au soutien de ses joueurs, s'appuie sur un point positif, une défense solide pour porter à 34 sa série de matchs sans défaite. Dans le temps réglementaire, c'est la seule équipe avec le Mexique à ne pas avoir encaissé de but en phase de groupe du mondial, une première pour la Roja dans cette compétition. C'est vrai que j'avais pas noté ça aussi, mais alors, même si c'est des débuts compliqués, le fait de faire des clean sheets quand même, ça donne une légère confiance. Signe que Luis de la Fuente est satisfait de son arrière-garde, il a procédé à très peu de changements depuis le début du tournoi, alors qu'il cherche encore la bonne formule au milieu et en attaque. D'ailleurs, la ligne offensive est le problème majeur auquel est confronté la Roja. Nico Williams forfait. Alors on en parlait tout à l'heure, potentiellement blessé, et il y a toujours cette blessure. Du coup, Allen pour Nico Williams, on se souvient de ce duo magique avec Lamine Yamal lors de l'Euro. Les inquiétudes portent sur la forme physique de ces ailiers, en particulier les deux flèches, Lamine Yamal et Nico Williams, qui a été attendu pour magnifier l'attaque comme lors de l'Euro il y a 2 ans. Lamine Yamal revient progressivement d'une blessure à la cuisse gauche et assure qu'il peut jouer la totalité du prochain match. En revanche, Nico Williams, lui, a rechuté vendredi face à l'Uruguay. L'ailier gauche de 23 ans, entré en jeu moins d'un quart d'heure, souffre de nouveau d'une blessure musculaire. Cette fois à l'adducteur droit, il est forfait contre l'Autriche. Tout comme sa doublure, Victor Munoz, blessure musculaire, et l'ailier droit, Jérémy Pinault, touché à une clavicule. C'est Alex Baena qui devrait remplacer Williams, même s'il est beaucoup moins percutant. Les regards seront donc tournés comme d'habitude vers Lamine Yamal, le seul qui semble actuellement pouvoir créer des étincelles et amener du danger avec l'attaquant Mikel Oyarzabal s'il est dans un bon jour. Bon voilà, après, Alex Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal, normalement c'est censé faire le travail, hein, pour cette équipe espagnole. On verra dans des matchs peut-être à plus grands enjeux contre des meilleures équipes, mais normalement contre l'Autriche, ça devrait faire le taf. Et en cas, au pire, ils ont toujours ce bon vieux Ferran Torres. On va aller voir quand même pour cette équipe espagnole, hein, les choix possibles dans leur 11. Alors la défense qui n'a toujours pas encaissé de but, normalement elle ne devrait pas bouger. Mais peut-être au milieu de terrain, on parlait, hein, Fabien Ruiz, qui n'est pas titulaire dans cette équipe. Après on parle beaucoup, hein, depuis le début de cette compétition, quel est le meilleur milieu de terrain. C'est vrai qu'il y a des arguments avec Pedri et Rodri, plus Dani Olmo ou Fabien Ruiz, c'est plutôt pas mal. Donc dans cette sélection espagnole, au milieu de terrain, on a Martin Zubimendi, Rodri, Pedri, Fabien Ruiz, Gavi, Mikel Merino et Dani Olmo.
Sachant que certains joueurs peuvent jouer en attaque, comme Gavi, comme Mikel Merino, en espèce de faux neuf qu'on voyait du côté d'Arsenal. Même Dani Olmo, en tant que faux neuf, ça peut être plutôt pas mal. Et dans cette attaque, donc avec la blessure de Nico Williams, de Victor Munoz et de Jérémy Pino, il y a quand même Alex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres et Borja Iglesias. Borja Iglesias, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu. Mais quand même, en fait, c'est plutôt au niveau des milieux de terrain qu'on peut aller chercher des attaquants. Gavi, il est plutôt habitué à jouer sur un côté pour recentrer Alex Baena. Donc, il y a des choses à faire pour Luis de la Fuente, hein, où ils ont beaucoup de joueurs, hein, un peu dans le style Luis Enrique, énormément de joueurs polyvalents capables de jouer un peu à tous les postes. Voilà pour cette preview du match de l'Espagne contre l'Autriche. Alors, j'avais pas plus de revue de presse concernant ça, mais on en parlera sûrement demain. On va aller sur le match du Portugal contre la Croatie. Les Portugais qui sont quand même favoris lors de ce match au niveau des bookmakers, là aussi, hein, plutôt favoris cette équipe du Portugal. Là, n'hésitez pas à me donner vos pronostics aussi une nouvelle fois. On va aller sur les compositions probables côté portugais et Roberto Martinez. On aura Costa dans les cages, Nuno Mendes en latéral gauche, Joao Cancelo latéral droit, Renato Vega avec Ruben Dias dans la défense centrale. Au milieu de terrain, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, hein, plutôt solide, plutôt pas mal quand même. Hein. Et en attaque, encore une fois, on va pouvoir se poser des questions concernant cette sélection portugaise en attaque. Cristiano Ronaldo, capitaine devrait être titulaire, légende portugaise, légende du foot mondial quand même. Rafael Leao sera-t-il titulaire côté gauche et Pedro Neto à droite? Ou verra-t-on plutôt Fabio Conceição ou j'oublie un joueur dans cette histoire. J'oublie un joueur que je vais retrouver tout de suite. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas. Portugal. Conceição et. Bon, Gonçalo Ramos, on sait qu'il sera sur le banc, mais c'est pas lui dont je voulais parler. Joao Félix, Gonçalo Guedes et donc Rafael Leao. Donc voilà, potentiellement Joao Félix aussi titulaire. Les deux coéquipiers d'Al Nasser ensemble dans cette attaque portugaise. Côté croate, on le disait, ce mélange de génération avec Livakovic dans les cages qui fait une très très bonne Coupe du Monde, hein, souvent sauveur de cette équipe croate. En défense centrale, on parlait du jeune que j'ai oublié aussi, désolé, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Hein. Merde, comment sous Talic, un truc comme ça. Merde. Ça finit en hitch, hein, niveau croate. Le jeune défenseur de la Croatie, hein, qui était un talent, mais qui a eu des débuts compliqués dans cette Coupe du Monde, et au final qui a perdu son statut de titulaire, si ça veut bien marcher. Donc, c'est Luka Vuskovic, voilà. Luka Vuskovic, hein, jeune défenseur de 19 ans, mais comme on disait, assez en difficulté dans cette défense et donc qui a perdu son statut de titulaire. Donc, on l'a dit, dans cette défense centrale, ça sera plutôt Soutalo et Pongracic, Josko Gvardiol à gauche. Au milieu de terrain, les vieux briscards, Luka Modric, Kovacic, avec Perisic à gauche, Vlasic à droite, Sucic, Petar Sucic derrière l'attaquant et Budimir devant. Budimir aussi, hein, qui n'avait pas démarré la compétition. Là, on voit que peut-être la Croatie a besoin de lui et forcément c'est potentiellement Kramaric, hein, qui ira sur le banc. Donc ce match, moi je vois quand même tout de même le Portugal passer. Si je dois vous donner un prono, je dirais une victoire du Portugal. Peut-être, on a dit 3-1 Espagne-Autriche. Sur quoi je pourrais aller? Peut-être 2-1. 2-1, c'est pas mal, non? 2-1, ça me paraît plutôt pas mal pour une victoire du Portugal et en espérant. Alors, est-ce qu'on prédit un but de Cristiano Ronaldo ou c'est encore d'autres joueurs qui vont faire le taf? Je vois bien Bruno Fernandes aller marquer ce but et potentiellement Rafael Leao, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que les stats de Ronaldo en phase à élimination directe, eh ben c'est assez famélique. Ronaldo a une 9e occasion de marquer lors d'un match à élimination directe en Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que j'ai oublié un match aussi? Ah, j'ai oublié c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Pardon. Ronaldo a une occasion, une 9e occasion de marquer lors d'un match à élimination directe en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo aura à coup sûr une 9e opportunité de marquer un but lors d'un match à élimination directe en Coupe du Monde de football, puisqu'il sera titulaire face à la Croatie jeudi lors des 16e de finale du Mondial 2026 au BMO Field à Toronto, au Canada, à partir de 19h, heure locale, minuit vendredi à Lisbonne. Ok. L'attaquant d'Al Nasser, âgé de 41 ans, va tenter de réaliser ce qu'il n'a jamais réussi en 8 rencontres et 559 minutes. Depuis ses débuts dans la compétition il y a 20 ans, Ronaldo est resté muet lors de 4 matchs en 2006, des seuls qu'il a disputés en 2010 et 2018, ainsi que lors de 2 rencontres de 2022 où il a été relégué sur le banc par Fernando Santos, après avoir à la fin de la phase de groupe proféré des insultes envers le sélectionneur lorsque ce dernier a décidé de le remplacer face à la Corée du Sud. Là, c'est la diva, hein, la diva Cristiano Ronaldo, hein. De là à insulter son sélectionneur. Encore une promesse, mais déjà un joueur à part, formé par Alex Ferguson à Manchester United. L'actuel capitaine portugais a fait ses débuts en Coupe du Monde à 21 ans, alors qu'il évoluait comme ailier sous les ordres de Luis Felipe Scolari. Le Portugal a disputé 4 matchs à élimination directe en 2006, n'inscrivant que 2 buts, un de Maniche, synonyme de victoire 1-0 contre les Pays-Bas en 8e, lors de la bataille de Nuremberg, et un autre de Nuno Gomes lors de la défaite 3-1 face à l'Allemagne. Pays hôte dans le match pour la 3e place. Ronaldo n'a pas marqué lors de ces 2 rencontres, ne jouant que 33 minutes contre les Néerlandais avant de sortir blessé dans un match très dur, puis les 90 minutes face aux Allemands. Alors ça, c'était en 2006. Un doublé de Cavani, un triplé de Ramos. Le numéro 17 portugais de l'époque, puisque le 7 appartenait à Luis Figo, n'a pas non plus marqué lors des 120 minutes disputées contre l'Angleterre, même s'il a transformé le dernier penalty lors de la séance en quart, ni lors des 90 minutes face à la France en demi-finale. En 2010, Carlos Queiroz a laissé Cristiano Ronaldo sur le terrain pendant 90 minutes face à l'Espagne en 8e de finale, mais les Espagnols se sont imposés 1-0 grâce à un but de David Villa en route vers le titre. 4 ans plus tard, le Portugal s'est arrêté en phase de groupe et en 2018 a de nouveau chuté en 8e de finale, battu 2-1 par l'Uruguay à cause d'un doublé d'Edinson Cavani lors d'un match où Pepe a inscrit l'unique but portugais. En 2022, il a vécu l'expérience unique de débuter sur le banc et c'est de là qu'il a assisté en 8e de finale face à la Suisse au festival de Gonçalo Ramos qu'il a remplacé et a répondu avec un triplé. Un scénario qui semble aujourd'hui totalement improbable. C'est fou, alors que c'est 4 ans plus tard. 8 apparitions en match à élimination sans avoir marqué. Quand il est entré dans cette rencontre à la 73e minute, le Portugal menait 5-1 puisque Pepe et Rafael Guerreiro avaient aussi marqué, mais ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui a inscrit le 6e but, mais Rafael Leao, entré à la 87e. Après la prestation de la Seleção en 8e, Cristiano Ronaldo est logiquement resté remplaçant en quart face au Maroc, entrant cette fois à la 51e minute alors que l'équipe portugaise était déjà menée 1-0. Le score n'a plus évolué, ainsi Cristiano Ronaldo compte 8 apparitions lors de matchs à élimination directe en Coupe du Monde sans avoir marqué le moindre but. Lors de ces rencontres, le Portugal a enregistré 2 victoires, un match nul transformé en victoire au tir au but et 5 défaites. Déjà, hein, le Portugal a l'image des Anglais éternels floppers quand même, et en plus, leur capitaine, leur leader, hein, leur légende n'arrive pas à marquer en face à élimination directe, en espérant que ça soit un retournement de situation pour briser ce malheureux record pour Cristiano Ronaldo. Le Portugal est un chat noir pour la Croatie, les Vatréni face à leurs démons en 16e de finale. Là aussi, hein, on va parler de malédiction pour ces Croates et pour cette équipe portugaise. La Croatie, adversaire du Portugal en 16e de finale du Mondial 2026 jeudi, est en pleine phase de renouvellement et souhaite inverser la tendance négative face aux Lusitaniens lors des grandes compétitions internationales, reconnaît l'ancien gardien croate Tomislav Ivkovic. Le Portugal est un chat noir pour la Croatie, tout le monde le sait, mais cela doit bien finir par s'arrêter un jour. Est-ce que ça sera maintenant ou plus tard? Je ne sais pas, mais c'est l'un des rares pays contre lesquels nous n'avons jamais gagné officiellement. A rappelé à l'agence Louza, l'ancien gardien de but âgé de 65 ans est titulaire lors de la Coupe du Monde 98 avec la Yougoslavie, aujourd'hui dissoute contre la Croatie, est devenue indépendante en 1991. Dans l'historique de 10 affrontements avec le Portugal, les Balkaniques comptent une victoire obtenue lors d'un match amical en 2024 à Oeiras, 2 nuls et 7 défaites, dont 2 lors des Euro 96 dans le groupe 2 de la première phase. En Angleterre, ok, et 2016 en 8e de finale en France où les Lusitaniens ont décroché un titre continental inédit.
Nous les avons battus lors d'un match amical en 2024, mais les matchs amicaux, c'est tout autre chose. Les rencontres officielles, surtout en Coupe du Monde, ce n'est pas un autre sport, mais c'est tout à fait différent. Objectivement, lors des 2 matchs amicaux, on ne joue pas à 200 km à l'heure, mais là, c'est le cas. Nous devons bien nous reposer pour nous préparer pour ces rencontres et disputer un grand match, a dit Modric, après la qualification de la Croatie en 16e de finale. Ce soir, Yamal marque. Yamal. Ah, tu m'en poses des questions. Lamine Yamal marque pas ce soir. Voilà, c'est bon, c'est annoncé. Lamine Yamal ne marquera pas ce soir. Les deux pays se sont également affrontés à 4 reprises en phase de groupe de Ligue des Nations, dont le trophée est détenu par les Lusitaniens et se retrouve jeudi à 19h, heure locale, au BMO Field de Toronto, au Canada, pour les 16e de finale du mondial. Voilà, c'est ce que je disais, hein, ils ont bien gagné la Ligue des Nations au détriment de l'Espagne lors de la dernière fois. Donc c'était, je sais plus où c'était, mais c'était en 2025, quand les Espagnols avaient explosé les Français. Le Portugal sait combien il est difficile de gagner quelque chose dans le football. La Croatie n'a aucune pression. Atteindre la phase d'élimination directe est déjà une belle réussite car cette équipe est complètement différente. De plus, le Portugal sait combien il est difficile de gagner quelque chose dans le football. Quand avez-vous eu une médaille en Coupe du Monde? Vous ne vous en souvenez même plus. Donc quand on parle de la Croatie, il faut lui tirer notre chapeau et reconnaître qu'elle fait un travail fantastique. C'est l'un des rares pays à y parvenir, a souligné Tomislav Ivkovic, passé par les cages du Sporting, Estoril Praia, Vitória FC, Belenenses et Estrella da Amadora. Wow, très peu de clubs que je connais là-dedans. Ça, mais il est fat l'article encore. Si le Portugal affiche comme meilleur résultat lors de ses 8 précédentes participations, la médaille de bronze obtenue dès sa première apparition, en 1966, la Croatie est montée 3 fois sur le podium après sa 7e participation en tant que pays indépendant, avec une place de finaliste en 2018 et une 3e place en 1998, lors de sa première campagne après 8 participations sous le nom de la Yougoslavie, et en 2022. Ce que la Croatie accomplit en tant que tout petit pays, en remportant 3 médailles en Coupe du Monde, c'est quelque chose dont d'autres sélections ne peuvent que rêver. Il y a de grandes équipes qui n'ont rien gagné pendant des années et des années. Ce n'est pas facile, nous sommes un pays peu peuplé, mais nous avons beaucoup de fierté et de talent dans tous les sports, a insisté l'ancien gardien médaillé de bronze olympique avec la Yougoslavie aux Jeux de Los Angeles 84 aux États-Unis. C'est l'effet Messi, lui la Grèce, mais pas de VAR. Waouh. Les exploits de la dernière décennie en Coupe du Monde, suivis par la défaite en finale de la Ligue des Nations 2023 face à l'Espagne au tir au but, ont été réalisés avec 16 des 26 joueurs convoqués pour le Mondial 2026, parmi lesquels Dominik Livakovic, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Luka Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric. Toujours sous la direction de Zlatko Dalic, historique. La sélection est en rénovation depuis longtemps. Il y a des jeunes en défense sur les ailes et au milieu de terrain comme Martin Baturina et Petar Sucic. L'équipe est plus ou moins en place, mais il y aura des changements après le mondial, a-t-il projeté. On pense évidemment à Ivan Perisic, Luka Modric, Andrej Kramaric peut peut-être tenir encore un peu de temps, Mateo Kovacic aussi. En tout cas, Modric et Perisic, ça devrait quitter la sélection. Tomislav Ivkovic se montre curieux quant à l'avenir du milieu et capitaine Luka Modric, recordman de sélection chez les Balkaniques, et qui dispute la 10e phase finale de sa carrière entre 5 Euros et 5 Coupes du Monde. Le connaissant, il est très imprévisible et il aime le football. Il se sent bien, mais je pense que c'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Il n'a pas encore dit s'il quittera la sélection, tout dépend de lui. A-t-il commenté à propos du meilleur joueur du Mondial 2018, année où il a remporté le Ballon d'Or. Outre Luka Modric, 40 ans et sous contrat avec les Italiens de l'AC Milan, qui sera entraîné par le Portugais Ruben Amorim à partir de 2026-2027, Tomislav Ivkovic place Zlatko Dalic à jamais dans l'histoire de la Croatie, dont la première participation à une grande compétition remonte à exactement 3 décennies. Wow. Je pense qu'il n'en naîtra aucun qui pourra faire ce qu'il a accompli. Beaucoup de Croates remettent encore en question sa qualité, même s'il a obtenu les meilleurs résultats du pays. C'est impressionnant, personne ne lui accorde la valeur qu'il mérite, a-t-il regretté, admettant que la sélection puise sa force pour se surpasser quand tout le monde critique et parle en mal. Voilà pour cette équipe croate. Quelle heure il est ? Ah, 11h47, wow. Bon, ben on va passer sur ce qu'on voulait dire, sur la vieille garde croate. Je pense qu'on l'a plutôt bien résumé sur l'article juste avant. Petar Suzic, on aura le temps d'en reparler.
Et j'avais totalement oublié de faire notre petite revue de presse sur l'Algérie et la Suisse. J'avais oublié qu'il y avait le match à 5 h du matin. Là aussi, bon courage aux frérots suisses et algériens qui vont se lever, hein, pour ce match parce que je ne suis pas prêt. En tout cas, sur ce match, les compos probables côté suisse avec Kobel dans les cages, une composition 4-2-3-1 avec Ricardo Rodriguez à gauche, Manuel Akanji et Elvedi en défense centrale, Widmer à droite, au milieu de terrain Xhaka, Freuler, et en attaque, Vargas, joueur très intéressant. Alors j'avoue que je connaissais très peu avant ce mondial Ruben Vargas du côté de Séville. Dan Ndoye, par contre, je connais un peu plus. Et Brillem Bolo en attaque. Et avec la pépite Junior Manzambi. C'est Junior Johan, pardon. Johan Manzambi, du côté de Fribourg, hein, qui a été parmi les joueurs à suivre dans cette compétition, les jeunes joueurs à suivre. Côté Algérie, le 4-2-3-1 avec Lucas Zidane, normalement, qui devrait retrouver sa place dans les buts algériens avec Aïssa Mandi, Rami Bensemaïbi en défense centrale, Belgali à gauche, qui fait une très très bonne Coupe du Monde, Belgali à droite, pardon, Ait Nouri à gauche. Au milieu de terrain, Shaibi Bentaleb, là aussi parmi les pépites de ce mondial, Ibrahim Maza, l'Algérien, qu'il faut surveiller de près. Est-ce que le vieux père, le capitaine Riyad Mahrez sera bien titulaire? Et après, en attaque, on nous propose Amin Gouiri et Oussem Aouar, hein, donc des joueurs qu'on connaît bien du côté de la Ligue 1. Parmi les cotes de ce match, la Suisse est plutôt favorite. Il y a quand même 10 places d'écart dans le classement FIFA entre la Suisse et l'Algérie, hein. La Suisse 19e, l'Algérie 28e. Mais voilà, ça va sûrement être serré quand même dans ce match, hein. J'aurais pas mis la cote de l'Algérie aussi haute. Mais pareil, on est dans un croisement un peu à l'image de la Croatie entre la vieille génération, la nouvelle qui pousse petit à petit. Je pense que d'ici quelques années, l'Algérie, ça va être très très intéressant. Mais pour l'instant, ça me paraît assez juste. Donc je vois plutôt la Suisse passer dans ce match. Alors peut-être une victoire là aussi 2-1 pour la Suisse. Avec un match intéressant ou peut-être potentiellement des prolongations, voire des pénaltys, hein, pour la Suisse contre cette équipe d'Algérie. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans le chat. Je pense que la Croatie va passer quand même. Moi, je pense plutôt que ça sera le Portugal, hein, pour le coup. Et la Croatie va écraser l'Algérie 3-1. Alors écraser, j'aurais pas utilisé le mot en tout cas, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir vos avis pour ce match. Aussi Vladimir Petkovic, hein, le sélectionneur de l'Algérie qui connaît bien cette sélection suisse, hein, pour l'avoir emmené au mondial en 2014, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être plutôt intéressant. On va en parler. Le sélectionneur de l'Algérie qui connaît si bien la Suisse, Petkovic. Sélectionneur de la Nati de 2014 à 2021, le Bosnien naturalisé suisse Vladimir Petkovic, désormais à la tête de l'Algérie, affronte l'équipe de son pays d'adoption qu'il a longtemps façonné en 16e de finale du Mondial 2026, jeudi à Vancouver. Même s'il y a quelques nouveaux visages, plusieurs joueurs ont évolué avec moi, je connais donc bien cet effectif, a-t-il expliqué, au soir du match nul des Fennecs contre l'Autriche, qui leur a permis de franchir la phase de groupe, non la deuxième de leur histoire dans un mondial. La Suisse est une très bonne équipe, une sélection expérimentée qui participe régulièrement aux grandes compétitions européennes et mondiales. Je sais parfaitement quelle est sa philosophie de jeu, a-t-il poursuivi. Avec Petkovic, la Nati avait atteint les huitièmes de finale de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, avant de réaliser l'exploit d'éliminer la France de Didier Deschamps et Kylian Mbappé lors de l'Euro 2020 où elle s'était hissée jusqu'en quart, battue par l'Espagne au tir au but. Mais l'histoire du technicien avec la Suisse remonte à plus longtemps encore, lorsqu'en 1987, le milieu de terrain yougoslave à l'époque y est venu monnayer ses talents avant d'y fourbir ses premières armes d'entraîneur. 10 ans plus tard, il a obtenu la nationalité pour enfin, après un passage à la Lazio de Rome 2012-2014, prendre en main l'équipe nationale. Sélectionneur du Suisse le plus capé. En 7 ans et 78 rencontres dirigées, Petkovic est devenu le sélectionneur resté le plus longtemps à son poste de l'histoire de la sélection suisse. Un passage aussi éphémère que manqué au Girondins de Bordeaux, pour ceux qui s'en souviennent. Une pause. Et le Bosnien a pris en février 2024 les rênes des Fennecs algériens qu'il a qualifiés à la Coupe du Monde américaine. Eux qui n'avaient participé aux éditions 2018 et 2022. Quelques mois avant le début de la compétition, malgré la déception d'une élimination en quart de finale de la CAN au Maroc face au Nigeria, la fédération algérienne à la recherche de stabilité a prolongé son contrat jusqu'en juillet 2028 en récompense de résultats remarquables depuis sa prise de fonction.
Avec Petkovic, l'Algérie, bien aidée par le nouveau format de la Coupe du Monde à 48 nations, s'est donc qualifiée pour la deuxième fois de son histoire pour la phase des matchs à élimination directe d'un mondial après 2014. Au Brésil, elle avait été éliminée par l'Allemagne, futur vainqueur du tournoi en huitième de finale. On ne cessera de répéter l'épopée de 2014 avec l'Algérie. Guidée par l'expérimenté Riyad Mahrez, 35 ans, qui encadre la pépite Ibrahim Maza et l'ancien lyonnais Oussem Aouar. Les Fennecs ont désormais l'occasion de remporter leur premier match couperé avec un atout. Petkovic fera face à ses ex. Waouh, c'est bien dit. Voilà pour ces matchs de Coupe du Monde donc hier soir, on le rappelle, une nouvelle fois pour ceux qui n'ont pas été présents. De toute façon, vous aurez la rediffusion plus tard sur les autres plateformes, les amis. Donc, l'Angleterre s'est imposée contre la République démocratique du Congo 2-1. La Belgique s'est imposée contre le Sénégal. 3-2 dans ce match. Enfin, les Belges se sont qualifiés en toute fin de prolongation. Les États-Unis ont battu la Bosnie-Herzégovine, on le rappelle, 2-0. Et ce soir, l'Espagne joue à 21h contre l'Autriche. À 1h du matin, ça sera le Portugal contre la Croatie. Et à 5h du matin, ça sera la Suisse contre l'Algérie. Ensuite, on se retrouvera évidemment demain pour l'actu du jour, pour discuter du match Australie-Égypte. Alors là, ça va être compliqué d'en parler. Et les champions du monde argentins contre le Cap-Vert à minuit et la Colombie contre le Ghana. Voilà, après sur les autres actus, on a quasiment fini, il nous reste 5-6 minutes, donc on va rapidement aller sur l'actu. Du reste, on avait un article sur Michael Olise, mais on aura le temps d'en reparler évidemment, de notre crack français. On parlera aussi de cette équipe paraguayenne, on va enregistrer ce petit article pour la suite. Avec le Paraguay qui affrontera les Bleus, ça sera samedi soir en 8e de finale. J'avais ça quand même. Alors là, on va aller voir la petite vidéo présentée par, je sais pas qui c'est, Pierre Demorel, il me semble, ou Stéphane Cassier. Les contradictions de la FIFA sur la question de l'écologie. Alors je vous la mets, et comme ça, vous aurez les petites infos, et on pourra finir ce live sur les dernières infos mercato. Ça ne vous surprendra pas forcément, mais le mondial 2026 peut être 2 fois plus polluant que la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar en décembre 2022. Il y a 3 ans et demi, la FIFA avait estimé que l'événement avait émis 3,6 millions de tonnes de CO2. Cet été, avec 48 équipes qualifiées au lieu de 32 et 16 villes autres réparties sur 3 pays, l'addition pourrait être beaucoup plus salée. Si la Coupe du Monde actuelle est sans doute 2 fois plus émissive, c'est pas tellement à cause des stades ou des joueurs, même si il y a plus de stades. Il y a plus de matchs, c'est essentiellement parce qu'il y a beaucoup plus de spectateurs. Il va y avoir plus de 6 millions de spectateurs selon la FIFA elle-même. Et vu le gigantisme de l'événement, États-Unis, Canada, Mexique, presque tous les déplacements vont se faire par avion. C'est le mode de transport le plus émissif. Donc on estime que à peu près 87% des émissions de cette Coupe du Monde, donc de ces 7,8 millions de tonnes de CO2, sont liées au transport des spectateurs. Côté FIFA, il y aurait donc les paroles et les actes. Sur son site internet, l'organisation internationale vante ses actions pour lutter contre les dérèglements climatiques. Mais elle affiche plusieurs contradictions, comme ce partenariat clé signé en 2024 avec Aramco, une firme pétrolière saoudienne, pour un montant de 100 millions de dollars par an. D'ailleurs, depuis le début de la compétition, vous voyez régulièrement le nom d'Aramco tout autour des terrains. Le problème, c'est qu'Aramco est responsable de 4,3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales par an, comme l'explique le journaliste français Michael Correa dans son livre. 4%, c'est énorme quand même. En termes d'image, quand on s'oppose en 4% de la population, enfin de la pollution mondiale. Qu'une firme pétrolière. Autre contradiction du côté du président de la FIFA. Depuis le début de la compétition, Gianni Infantino multiplie les déplacements en jet privé. En assistant à 2 matchs par jour, il devrait atteindre avant la fin des 5 semaines de compétition l'équivalent du bilan carbone de 55 Français en une année, un chiffre hallucinant. Oh, sacré Gianni. La FIFA s'engage sur son site internet à planter plus d'1 million d'arbres dans les 3 pays hôtes, ainsi que 12 000 dans les rues, les parcs et les écoles de certaines villes. Une mesure un peu floue, très cosmétique, qui ne permettra de toute façon pas de contrebalancer l'énorme impact carbone de cette Coupe du Monde. Historiquement, il y a eu beaucoup de faux projets autour de la plantation d'arbres. Donc il ne suffit pas de dire on va planter des arbres, il faut vérifier que les arbres n'auraient pas déjà été plantés. Parfois on les plante, puis après on les coupe. Donc il faut vérifier la pérennité. Donc en fait il y a des méthodologies, il y a des certificats, il faut qu'il y ait de l'additionnalité. Il faut être sûr que cette capture de carbone, parce que oui les arbres capturent du carbone, il faut être sûr qu'elle soit réelle. Le dire comme ça un peu à l'emporte-pièce, c'est une fausse solution. En 2021, la FIFA s'était engagée à diviser par 2 ses émissions de CO2 en 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2040. Mais avec ce mondial et une prochaine Coupe du Monde organisée sur 3 continents, on a vraiment du mal à croire que ces promesses seront tenues.
Donc voilà, hein, plutôt intéressant. On est sorti vraiment du cadre sportif, hein, en pleine période de canicule, les amis. J'espère que vous êtes au frais en ce moment, actuellement, si vous nous écoutez. En tout cas, bon courage à tous ceux qui souffrent de la chaleur. Mais je trouvais ça quand même intéressant d'en parler, hein. Si on parle de la Coupe du Monde, on parle évidemment de tout. On a parlé de beaucoup de problèmes politiques, géopolitiques, hein, avant le début de cette compétition. Ça s'est un peu tassé, hein. Il y a moins d'articles quand même autour de ça, mais et bon, on verra, hein, la finale aussi, quand on verra Donald Trump donner le trophée au vainqueur de cette Coupe du Monde, ça va être bien marrant. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous donner juste les infos que j'avais préparées. On n'aura pas forcément le temps d'en discuter. On voulait parler de l'actualité mercato au complet. La seule un peu info qu'on a trouvée, donc on en a parlé hier, hein, Matheus Fernandes qui signe du côté de West Ham, mais aussi l'Ivoirien Bazoumana Touré qui devrait signer pour 50 millions à Newcastle, hein, le piston de Hoffenheim, qui devrait jouer pour Newcastle. Donc ça, potentiellement, comment dire? On verrait potentiellement un départ du côté de Newcastle. Alors, c'est pas du poste pour poste, mais Sandro Tonali, hein, qui est beaucoup demandé par pas mal de clubs, que ça soit en Angleterre, potentiellement des retours en Italie, tout ça. Donc, à voir, hein, il y a Tottenham, City qui sont sur lui. Après, sur les autres infos mercato, donc Bazoumana Touré, maillot de Newcastle, pas très beau, hein, vraiment pas très beau cette année. Le maillot de la Juve, hein, pas mal. Euh, voilà, là aussi, hein, Jürgen Klopp qui pourrait récupérer la Mannschaft, on en a parlé hier. Le Here We Go, pardon, j'avais pas vu au final. Here We Go envoyé par Fabrizio Romano concernant Sandro Tonali, donc il devrait bien signer du côté de Tottenham et être coaché par Roberto De Zerbi, hein. Décidément, Tottenham, ça investit des millions, hein, pour pas mal de joueurs, entre Van Eyck qui est arrivé pour 60 millions, Matheus Fernandes pour autant, je crois, et alors Sandro Tonali, je vois pas le prix, mais ça, à mon avis, ça devrait être encore une méga propale. Donc Tottenham a décidé vraiment d'accélérer sur le mercato des transferts. Hum, 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 hum. Ok, après sinon il n'y a pas forcément plus d'infos que ça. Oliver Glasner, au final, lui qui devait signer du côté de l'AC Milan, va finir du côté de Nottingham Forest, hein. Là aussi encore, le Here We Go a été envoyé. Ismail Saïbari, ça y est, c'est officiel du côté du Bayern Munich, on en avait parlé, hein. Ça va être très intéressant de voir le Marocain du côté du Bayern, comment il sera utilisé par Vincent Kompany. Contrat jusqu'en 2031, on le voit là pour, je crois que 55 millions d'euros, c'est marqué juste sous nos yeux. Vuskovic, donc le jeune talent croate, hein, Luka Vuskovic, qui va signer du côté de Brighton et qui appartenait à Tottenham. Donc c'est bien ce qu'on disait aussi. Voilà, Ansu Fati qui a quitté le Barça pour Monaco. Ok. Liberali qui signe du côté de Com. Donc on a voilà les infos principales et on a toujours, hein, ces discussions autour de Julian Alvarez du côté du Barça. Il y avait deux trois infos sur l'Olympique de Marseille, on aura le temps là aussi d'en parler. L'Olympique de Marseille qui va faire clairement un mercato plutôt à la vente qu'à l'achat, et avec leur plus grosse valeur marchande en la personne de Mason Greenwood, hein. Donc on parlait beaucoup de lui, de la Juventus de Turin, de l'Italie avec la Roma aussi, ou sinon l'Arabie Saoudite. Et au final, Mason Greenwood pourrait signer pour 50 millions d'euros du côté de l'Atlético Madrid. Donc c'est encore à suivre l'Atlético, hein, eux aussi qui poussent pas mal dans ce mercato d'été. Donc on suivra ça de près concernant l'avenir de l'anglais. Et après, voilà, donc Bazoumana Touré, on en a parlé. Donc voilà, pour aujourd'hui, les amis, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents. Alors, pour ceux qui sont sur les lives habituellement, j'ai peut-être trouvé le problème de ces strikes. Je suis allé voir, hein, notre nouvel ami à tous, hein, ChatGPT, en fait, c'est peut-être parce que je fais ma promo en fait en début de live, et donc le robot TikTok considère que je harcèle les gens pour demander des cadeaux. Donc je le fais en fin de live quand les derniers vaillants sont toujours là. N'hésitez pas vraiment à venir follow la chaîne TikTok, hein, ça fait extrêmement plaisir. La chaîne Twitch aussi, où on est en live, vous pouvez voir mon écran.
Pour ceux qui n'étaient pas présents lors du live, vous pouvez venir sur la chaîne YouTube, hein, voir les rediffusions. Ça sera disponible d'ici 2 heures à peu près. Les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music. Si vous préférez nous écouter, que vous êtes dans le métro, dans le train, le bus, peu importe. Ou même si vous aimez, même en courant, hein, vous pouvez nous écouter. Donc voilà, merci à tous pour le follow. Merci à tous d'avoir été présents. Et évidemment, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, Thread, Facebook et X pour être tenu au courant des lives. Potentiellement cet après-midi, on pourra revenir en live, mais ça sera que sur Twitch. Restez à l'affût. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à nous suivre hein, sur Twitch. Hein. Nous suivre, c'est gratuit, donc ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents sur ce live aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont follow, qui étaient présents sur le chat. Et à tous les frérots, hein, merci pour les likes aussi. On se retrouve demain, 10h midi, pour discuter de l'actualité football en live sur TikTok et Twitch. Merci à tous et à demain. Ciao les amis.